Bien, mesdames, messieurs, bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation de l'équipe municipale. Je vous rappelle juste quelques petites informations. J'ai le droit d'enlever mon masque parce que je suis le seul à parler dans ce micro, mais vous, on va vous demander de le conserver pendant la soirée. De même, on a fait en sorte de distancier les chaises. Soyez gentils de ne pas les rapprocher. Il faut qu'on respecte ces consignes sanitaires. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette salle, je vous rappelle qu'il y a deux sorties, la sortie par laquelle vous êtes entrés et puis une sortie de secours qui se fait au fond de ce couloir. Voilà, on vous a mis sur les chaises un petit carnet et un crayon. Ça va avoir une utilité, c'est que pendant la première partie, où nos élus vont vous faire une présentation de l'état des lieux, vous pourrez ainsi noter d'éventuelles questions que vous pourrez poser dans la deuxième partie, puisque la deuxième partie sera consacrée à écouter vos questions et à tenter d'y répondre. Pendant la deuxième partie, vous aurez de part et d'autre de la salle des agents du protocole qui auront un système de micro avec perche et qui viendront vers vous dès que vous vous signalerez. On vous demande d'avoir la gentillesse de vous présenter et de ne pas quitter votre place, bien sûr. On viendra vers vous pour écouter votre question. Voilà, mais je crois que c'est à madame que je laisse le plaisir de présenter cette équipe. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je suis donc Sophie Camard, la maire du premier secteur. Et j'ouvre avec une certaine émotion, évidemment, cette réunion publique d'information et d'échange sur le quartier de Noailles. J'ai dit émotion parce que le drame du 5 novembre 2018 reste toujours dans nos mémoires et que nous savons qu'il y a beaucoup d'attentes à notre égard pour redonner espoir et dignité à ce quartier et relancer des projets. La réunion d'aujourd'hui est portée par un travail d'équipe au sein de la nouvelle majorité municipale. Je salue donc mes collègues, notamment Mathilde Chaboch, adjointe à l'urbanisme en mairie centrale, qui va co-animer avec moi et introduire avec moi cette réunion. Patrick Amico, adjoint au logement et à la politique de lutte contre l'habitat indigne. Yannick Ohanessian, adjoint à la tranquillité publique, à la sécurité. Et j'ai aussi à nos côtés Théo Chalandre, qui est adjoint à la démocratie locale. Je salue aussi dans la salle, parce qu'ils ont beaucoup aidé à préparer cette réunion, tous nos adjoints en mairie de secteur, Isabelle Bordet, Christian Pellicani, Monique Rolbert, Julien Sauré, Étienne Tabag, Virginie Roche. C'est toute une équipe qui est sur le terrain du premier secteur et notamment autour de cette question de Noailles. Alors, preuve de l'intérêt pour cette réunion, notre centaine de places proposées a été réservée en quelques heures et nous nous excusons du coup pour la frustration créée auprès d'un certain nombre d'entre vous. C'est pour cette raison que la réunion est filmée et de toute façon, nous répondrons à toutes les questions, y compris par mail s'il le faut encore après, avec une adresse mail dédiée qui sera en ligne sur le site de la ville, ainsi que la rediffusion de cette vidéo. Donc les règles du jeu vous ont été un petit peu annoncées, il y aura deux parties. Dans un premier temps, nous allons nous exprimer et bien sûr après, il y a tout cet espace d'échange qui est prévu avec vous. On vous demandera simplement de ne pas intervenir plusieurs fois pour que la parole puisse circuler. C'est un agent du protocole qui vous tendra le micro pour les raisons sanitaires. On ne va pas faire circuler le micro. Voilà. Et puis, des agents du protocole sont de chaque côté de cette salle pour venir auprès de vous quand vous aurez des questions. Alors, le but de notre réunion, c'est pas un hasard si on n'a pas mis concertation, non pas qu'on ne veuille pas faire de concertation, mais c'est un mot qui a un sens juridique très précis, dans des opérations d'aménagement très précises. Et nous arrivons, et donc nous voulions d'abord commencer par un état des lieux et une série d'annonces et d'informations à communiquer avec vous, avec les habitants, et puis un premier échange. Nous voulons vous présenter notre vision du quartier dans un projet d'aménagement et de lutte contre l'habitat indigne qui dépend aussi de la métropole et de l'État. Alors, au sujet de Noailles, la ville ne peut pas agir seule, mais à l'opposé aussi,
on peut dire que rien ne peut se faire sans la ville. Donc aujourd'hui, nous voulons présenter notre vision et l'état des lieux que nous trouvons pour pouvoir effectivement porter certaines politiques et en discuter avec nos partenaires. Donc nous ferons tout cela dans la meilleure transparence possible. Nous sommes une nouvelle équipe municipale, mais nous n'avons pas la prétention de partir de la feuille blanche. Donc nous avons pris connaissance des travaux de concertation sur l'avenir de Noailles qui ont été réalisés de 2014 à 2018 dans le cadre de l'opération Grand Centre-Ville, concertation qui avait été entrecoupée en fait par la création de la métropole et le transfert de compétences aménagement urbain, habitat à la métropole. Donc nous avons lu avec intérêt l'étude urbaine qui s'appelle toujours « Quel avenir pour Noailles ?» qui avait été réalisée en 2014 par Territoire et Habitat. On y trouve beaucoup de diagnostics, de propositions et même un plan guide pour l'aménagement du quartier qui est très bien décrit comme un vieux quartier d'habitat mixte et populaire à préserver, le ventre de Marseille et toute une série d'analyses dont la plupart restent encore assez pertinentes, même si vous allez voir, je donnerai moi quelques pistes d'actualisation. Donc les points positifs et négatifs qui étaient déjà recensés à l'époque, et vous allez les reconnaître, si on commence par le négatif, bien sûr, la dégradation préoccupante des immeubles, les stationnements gênants, les troubles à la tombée de la nuit, les ventes à la sauvette, etc. Tout cela a été répertorié dans les diagnostics. Les points positifs, l'ambiance de village et les relations de voisinage, la végétalisation des rues, l'activité commerçante avec un enjeu de cohabitation avec les habitants et la proximité des transports en commun. Suite à cette étude urbaine, il y avait eu une concertation publique au sens juridique du terme, dont nous avons lu aussi le bilan. Cette concertation publique, je vous le rappelle, a été réalisée du 22 janvier au 23 février 2018, avec même une délibération de la métropole en date du 18 mai 2018 sur ce bilan. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu un peu des frustrations par rapport à une certaine promesse d'une piétonisation du quartier et à la lenteur des procédures de lutte contre l'habitat indigne. Ça, c'est là où on en était début 2018. Et puis après, de toute façon, il y a eu le 5 novembre 2018 et tout s'est interrompu. Je dirais que les immeubles en péril et le périmètre de sécurité de la rue de Bagne sont venus vider, figer le quartier, créant un effet de coupe-gorge et énormément d'angoisse chez les habitants pour ceux qui y sont restés. Et c'est effectivement la situation que nous trouvons aujourd'hui dans ce quartier. En tant que nouvelle maire de secteur, j'ai identifié 6 points d'actualisation du diagnostic dont je viens de vous parler et qui vous seront développés par mes collègues. Il y a bien sûr, par rapport à 2014 ou les années 2010, le fait que la lutte contre l'habitat indigne et la dégradation du bâti est devenue le sujet prioritaire aujourd'hui, majeur. Disons qu'il était déjà identifié avant, mais avec toute une série d'autres paramètres. On parlait du stationnement, de la piétonisation, des commerçants, du logement indigne. Aujourd'hui, suite à ces événements, bien évidemment, c'est complètement structurant pour l'avenir du quartier. Donc je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais on sait que Noailles est un quartier très dense. Il y a 3139 logements, beaucoup de petits logements, 39% de T1, de T2, c'est beaucoup plus que la moyenne marseillaise. On sait que Noailles accueille beaucoup de résidents qui y vivent depuis moins de 2 ans, un tiers des habitants. C'est beaucoup plus que la moyenne habituelle. Et donc l'enjeu, c'est qu'on voit bien que Noailles attire, mais encore faut-il y rester. Et donc trouver le cadre de vie qui permet évidemment d'y trouver un certain confort et qualité de vie. On sait que 80% des habitants sont locataires dans le parc privé et qu'il n'y a quasiment pas de logement social. J'ai comparé par rapport à Belzins, qui sont 2 quartiers où il y a une majorité d'employés et d'ouvriers. Si vous prenez l'INSEE, ce sont 2 quartiers populaires. Et à Belzins, vous avez des logements sociaux, vous en avez 10% recensés à Belzins. Et il n'y en a pas du tout sur Noailles. On sait très bien que dans les projets que nous devons relancer, on sait bien que pour lutter contre l'habitat indigne, il faut maîtriser le marché foncier, maîtriser la politique d'habitat et faire, pas que, mais notamment du logement social dans ce quartier.
Le chantier est énorme. Selon l'étude urbaine de 2014, seuls 41% des logements étaient dans un état normal. La moitié des immeubles relevaient du bâti indécent, dégradé, voire très dégradé. Le taux de vacances était de 22%. 2/3 des immeubles sont des petites copropriétés, je cite, pas nécessairement bien structurées ni en capacité d'entretenir correctement les parties communes. Donc voilà pour le diagnostic. Je vais laisser, pour savoir où on en est aujourd'hui, je laisserai la place à la discussion. Je vais juste insister sur une priorité pour nous, c'est que, sans vous assommer de dispositifs publics, parce qu'il y en a eu beaucoup, il y a la mise en place d'un nouvel outil qui s'appelle la SPLAIN. C'est donc une société publique locale d'aménagement d'intérêt national. Cette société, la ville de Marseille y a une part, malheureusement minoritaire, 6%. C'est une société dont le capital est détenu par la métropole et l'État. Et c'est un outil très puissant d'intervention pour faire des travaux, pour suivre les opérations d'aménagement. Ils ont retenu les 2 îlots prioritaires de Ventre et de la Halle de la Croix. Et un certain nombre de choses sont aujourd'hui tout à fait dans les starting blocks. Simplement, nous, ce que nous demandons aujourd'hui, puisque cette réunion sert aussi à nous exprimer vis-à-vis de nos partenaires, nous demandons le démarrage rapide et l'installation rapide de la SPLAIN, dont on est encore en attente, si vous voulez, d'un vrai lancement officiel. Donc l'outil existe, mais aujourd'hui, nous avons un certain nombre de demandes pour qu'il soit installé rapidement. Le deuxième point, je serai moins longue sur les autres points. Ça va peut-être étonner certains. C'était une dimension qu'on voyait moins au milieu des années 2010. Mais avec ce qui s'est passé, la rue d'Aubagne qui se vide, le grillage, etc., nous sommes saisis d'une bascule du quartier, d'un décrochage du quartier sur l'insécurité. Donc c'est un sujet auquel on ne peut pas rester insensible. Toutes les semaines, je suis saisie de cris d'alarme et mon collègue Yannick Ohanessian s'exprimera sur ce sujet-là que nous avons décidé de prendre à bras-le-corps également. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus et on voit bien que, notamment, il y a des choses un peu plus récurrentes autour du marché, mais sur la rue d'Aubagne, il y a très clairement aujourd'hui un climat d'insécurité, des faits d'insécurité qui angoisse complètement les habitants. Je laisserai Yannick Ohanessian s'exprimer. Le troisième point, où là aussi on attend un peu vos questions pour s'exprimer davantage, c'est la place de l'enfant. On sait que Noailles est un quartier jeune, ça se voit dans les statistiques, donc ce n'est pas un slogan. S'il y a un quartier qui a besoin d'équipement pour les enfants et pour les jeunes, c'est bien Noailles. Il y a 15% des habitants de Noailles qui ont moins de 10 ans, 15% sont des enfants. Donc là, je vais juste lister en introduction 3 enjeux que sans doute vous connaissez pour la plupart. C'est bien sûr le projet d'équipement socio-culturel qui aujourd'hui est situé au domaine au Ventre et au 44 rue d'Aubagne. Il y a 2 lieux d'identifier. Il y a aussi le projet de crèche municipale, ainsi qu'une micro-crèche, mais là, je vous parle du projet de crèche municipale, et un enjeu sur l'école. Donc, nous sommes prêts à avancer sur ces sujets et on verra dans le débat vos questions, on réagira sur ces points-là. Le 4e point, j'en ai 6, je vous rassure, c'est Noailles, est-ce qu'on peut espérer qu'il soit un jour vraiment libéré de la voiture ? Le projet de piétonisation du quartier, il a été promis, il est à l'arrêt. Étant donné les promesses qu'on a faites aux habitants, nous, vous imaginez bien qu'il nous plaît sur le fond, mais qu'on va regarder dans quelles conditions on remet ce projet sur le métier pour ne pas raconter n'importe quoi aux habitants. C'est d'autant plus pertinent, là aussi, sur ce quartier. Prenons les statistiques. Déjà, il faut savoir que dans le premier arrondissement, il y a seulement 1/3 des habitants qui ont une voiture. Dans tout Marseille, c'est plus de 2/3. Et quand on zoome sur Noailles, il n'y a seulement que 17% des habitants qui ont une voiture. Pourquoi ? Parce que ça peut être des problèmes de moyens, mais c'est aussi qu'on est à proximité des transports collectifs et qu'on vient aussi habiter en centre-ville
pour éviter de prendre sa voiture. En tout cas, c'est une opportunité et on peut aussi comprendre que les habitants de Noailles, effectivement, dans les concertations précédentes, aient exprimé une forte attente sur ce sujet. On a identifié 2 points, si vous voulez, pour remettre le sujet en chantier. C'est qu'il faut d'abord des propositions concrètes pour permettre les livraisons dans ce quartier très commerçant et avec un marché. Donc tant qu'on ne se sera pas mis d'accord sur un schéma de livraison et comment on règle ce problème de livraison, voilà, c'est un petit peu quand même un préalable pour avancer. D'autre part aussi, depuis 2014-2018, il y a eu d'autres quartiers, la piétonisation a avancé dans d'autres quartiers, notamment Opéra, enfin tout le bas de la Canebière, maintenant Mazagran. Et donc en fait on voit bien, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est des sens de circulation qui bougent tout le temps, puis personne n'y comprend rien. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'on a besoin d'un plan de circulation et d'une vision stratégique sur la piétonisation du centre-ville, et bien sûr d'arrêter d'improviser les sens de circulation en fonction des avancées de piétonisation chez les voisins. Voilà. Donc nous, la philosophie, c'est qu'on ne veut pas que Noailles soit une marge d'ajustement ou une sorte de délestage des quartiers voisins, et qu'il faut effectivement travailler les scénarios de piétonisation sur Noailles en lien avec le plan de circulation sur tout le quartier, sinon on aura toujours un peu d'improvisation sur le sujet. 5e point, là je ne vais pas le développer parce qu'il était, c'est dommage, on ne développe jamais ce qui est perçu comme plus positif, mais déjà en 2018, les habitants avaient souligné quelques améliorations sur la collecte des déchets et la propreté. Ça se confirme quand même grâce au fait que les commerçants jouent le jeu avec un local à déchets rue du Musée. Là, on prend vos avis si vous avez des interventions là-dessus, mais c'était plus le sujet majoritaire aujourd'hui, sauf si vous nous dites le contraire à ce jour. Enfin, et après je passerai le micro à mes collègues, 6e point, sur lequel on accorde une importance particulière dans notre vision pour le quartier, c'est la nécessité de bien inscrire en action concrète, je veux dire le quartier de Noailles, dans là où il est situé géographiquement, c'est-à-dire un site patrimonial remarquable, parce qu'en fait, il y a tout un enjeu patrimonial sur le centre-ville de Marseille. Donc là-dessus, nous voulons avancer sur l'installation des instances de travail qui permettent d'avancer sur ce critère-là. Noailles, c'est un centre ancien fragile qu'il faut réhabiliter en tant que tel, et si on sait le faire dans de petits villages, on doit bien y arriver dans la 2e ville de France. Ma collègue Mathilde Chaboch reviendra sur cette vision-là, sur laquelle vraiment on voudrait accorder une importance particulière parce qu'elle porte une vision du quartier qui n'est pas celle que beaucoup d'entre vous craignaient, qui est on rase tout, on reconstruit n'importe comment, par exemple, alors que bien au contraire, on considère qu'il y a tout un patrimoine culturel, bâti et vivant qu'il faut absolument préserver. Donc quand on dit réhabilitation, on ne parle pas de table rase, on ne parle pas de pourrissement. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut rien toucher ni rien modifier. Il faut être très prudent sur les expertises de bâti. Mais ce qu'on vous donne ici, nous, c'est notre vision. Voilà, c'est un principe directeur de prendre soin de ce quartier, de son histoire, de son bâti et de ses habitants, et utiliser des savoir-faire que l'on sait utiliser dans d'autres villes, voire villages, pour réhabiliter ce quartier. Donc je n'ai pas tout dit, puisque mes autres collègues vont s'exprimer. Vous comprenez bien qu'il s'agit pour nous d'articuler aujourd'hui un certain nombre de mesures d'urgence qui concernent la vie du quartier, avec une vision des opérations d'aménagement par îlot qu'il faut mener en lien avec la ville et ses partenaires, appuyer sur une vision globale du quartier, respectant la population, le patrimoine, un environnement durable et apaisé. Je vous remercie et je passe la parole à ma collègue Mathilde Chaboch. Merci. Bonsoir. Alors Marseille, vous le savez, c'est une ville de quartier, une ville de noyaux villageois. On en dénombre 111, bon, c'est un peu la mythologie marseillaise. Mais chacun de ces 111 quartiers contribue à la diversité, à la richesse de notre ville. Et moi, je dirais en introduction que Noailles mérite d'être enfin considéré comme un de ces quartiers, dans toute sa dignité, d'en faire pleinement partie et de ne pas être un oublié, un quartier délaissé.
pour changer le quotidien des Marseillaises et des Marseillais, et je pense que c'est pour ça que nous avons été élus en juin dernier, c'est pour permettre à chaque habitante, à chaque habitant, de vivre bien dans son quartier, en toute tranquillité, en sérénité, à la fois chez soi et en dehors de chez soi, avec donc des services, des commerces, des activités en proximité et des espaces publics de qualité. C'est pourquoi cette réflexion sur Noailles, mais également sur d'autres quartiers, nous la menons nécessairement en équipe. En équipe parce qu'un quartier, c'est un objet complexe. Je pense que vous en êtes tous convaincus. Un objet complexe et il n'y a pas une seule réponse qui viendrait améliorer et transformer le quartier. Il nous faut donc agir sur de multiples facettes. Et c'est ce qui rend l'exercice compliqué. De multiples facettes pour prétendre améliorer à la fois durablement et réellement la situation. L'urbanisme, c'est un mot un peu technique, c'est cet ensemblier qui rend en fait possible l'inscription dans le territoire des politiques publiques ambitieuses que nous souhaitons mener. Donc concrètement, pour rendre concrets ces changements qui sont indispensables et que pour certains d'entre vous, vous attendez certainement depuis trop longtemps. Du coup, tous les domaines sont concernés, le logement, l'urbanisme, la sécurité, la vie commerçante, les instances de concertation locale, et c'est pourquoi nous sommes plusieurs devant vous aujourd'hui. Enfin, avec tous ces volets, travailler sur tous ces volets, ça va permettre de se donner un avenir commun, un avenir dans lequel toutes les populations, quelles qu'elles soient, seront les bienvenues à Noailles. Alors pour y arriver, comme l'exercice n'est pas simple, nous avons besoin de toutes les forces. Nous avons besoin de toutes les forces des élus, en mairie centrale comme en mairie de secteur, pour construire ensemble l'avenir de ce quartier. Mais nous avons aussi besoin, et surtout, des habitantes et des habitants. Et moi, je me réjouis de vous voir si nombreux ce soir. J'espère d'ailleurs qu'aux prochaines occasions, nous serons encore plus nombreux si le Covid nous le permet. Nous avons besoin des habitants, nous avons besoin des collectifs, nous avons besoin des associations, et vous aurez tous votre voix au chapitre. Fabriquer ensemble l'avenir de ce quartier, c'est d'abord prendre le temps, et ce soir marque la première pierre de ce chemin, prendre le temps de réfléchir ensemble et de regarder sur tous les sujets la meilleure façon d'agir au nom de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est compliqué parce que ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. Ça nous oblige tous à une forme de dépassement pour se poser la grande question. La grande question, c'est comment on crée un quartier dans lequel on a plaisir et bonheur à vivre ensemble. Il faut donc considérer qu'un quartier, c'est un ensemble de solutions qu'il va nous falloir élaborer en commun. Alors pour construire des solutions, il faut cerner les difficultés. Il faut partir d'abord des points forts. On est une équipe résolument optimiste, donc on partira des points forts. Les points forts de ce quartier, c'est quoi? C'est d'abord ses habitants. Ces habitants, leur créativité, leur énergie, et je dirais leur résilience, qui a été durement éprouvée ces dernières années. Cette situation en cœur de ville ensuite, c'est un avantage incontestable. Noailles est un quartier de l'hypercentre, en proximité, Sophie Camard le disait, de tous les moyens de transport, de toutes les activités, avec du coup des tas de possibilités offertes pour se raccrocher à ce cœur de ville. Les activités économiques, enfin, c'est à la fois compliqué d'avoir des activités économiques dans un quartier aux petites rues, mais c'est aussi un énorme atout et un énorme potentiel. Et enfin, la qualité architecturale, le patrimoine, ce patrimoine dont Sophie Camard vous parlait, que nous aurons à cœur de préserver en faisant de cette caractéristique historique non pas un frein au projet d'aménagement, mais véritablement un atout et une potentialité à révéler. Tout ça, ça forme de merveilleuses qualités. Alors, je mentirais si je ne liste pas les difficultés. Les difficultés, on les connaît, bien sûr. Elles sont d'ailleurs largement le reflet de politiques publiques d'abandon vis-à-vis de ce quartier. Un abandon mené pendant 25 ans par la majorité précédente qui a tenu cette ville et qui, malheureusement, tient encore la métropole, ainsi que de nombreuses instances qui vont nous être pourtant indispensables pour agir sur ce quartier. Trop de situations, d'immeubles encore en danger, de familles préoccupées par cette situation, de classes saturées à l'école Chabanon, on le sait, de structures sociales ou de jeunesse qui manquent de place et qui du coup sont trop serrées, trop peu d'espaces verts et des nuisances sur les espaces publics, à la fois sécuritaires et liées aux livraisons ou à la circulation. Ce quartier, il a donc des points forts et des points faibles. Et puis il a aussi, au-dessus de son berceau, tout un tas de faits qui se sont penchés. Alors parfois, quand il y a trop de faits, ça rend les choses un peu compliquées. On a sur Noailles un empilement de dispositifs un peu technocratiques, un peu administratifs, qui ont prétendu agir sur ce quartier. Le dernier en date, Sophie Camard en parlait, c'est le PPA, projet partenarial d'aménagement, par lequel l'État, la métropole et la ville décident d'intervenir sur ce quartier dans un cadre concerté. Ça peine un peu à démarrer concrètement, mais enfin l'intention est là. Et donc, il convient de faire de cet empilement de processus, non pas un enchevêtrement dans lequel on se prend les pieds, comme ça a été souvent le cas par le passé, mais véritablement d'utiliser cette concentration de moyens publics comme une façon d'agir enfin concrètement pour transformer le quartier.
Alors par ce portrait contrasté, Noailles me semble un quartier emblématique de notre ville. Et pour nous, nouvelle équipe municipale, le point de départ d'une nouvelle façon d'intervenir dans les quartiers, de construire l'avenir de cette ville avec ses habitants. Noailles pour nous, Sophie Camard le disait, n'est pas une feuille blanche, mais est un point de départ d'une nouvelle intention, d'une manière de produire et de faire la ville avec vous toutes et tous. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction, et je passe la parole à monsieur Patrick Amico sur les questions de logement. Juste avant de passer la parole à Patrick Amico, je voulais saluer dans la salle Nassera Benmarnia et Marie Batou, voilà, qui sont adjointes aussi en mairie centrale et dont je connais l'attachement pour le quartier. Merci pour leur présence. Merci Amico. Bonsoir et merci d'être aussi nombreux ce soir. Mathilde a fort justement parlé de ce que c'était une vie de quartier, de comment ça fonctionnait un quartier. Un quartier, c'est du logement, c'est du commerce, c'est du lien social, c'est des gens. Mais un quartier, ça ne fonctionne que si on peut circuler dans un quartier. Un quartier refermé, complètement, ça n'existe pas. Ça ne fonctionne pas. Ou ça fonctionne de façon très particulière. On l'a vu, le fait d'avoir des rues barrées pour des raisons techniques, pour des raisons de sécurité, quelque part a un peu stigmatisé aussi une image du quartier. Et fin août, lorsqu'on s'était rencontré avec pas mal d'entre vous, on avait déjà évoqué ce problème-là en disant que, après tout, il fallait, au bon sens du terme, rebanaliser le quartier, rebanaliser la rue d'Aubagne. Rebanaliser, ça veut dire simplement rendre la fluidité, rendre la circulation possible. Alors certains l'ont remarqué ces dernières heures, la rue de la Palue a été réouverte à la circulation. Je peux vous annoncer aujourd'hui que la semaine prochaine, la rue d'Aubagne sera réouverte à la circulation. Je tiens toutefois à préciser un certain nombre de choses. Comment nous allons réouvrir à la circulation cette rue et comment tout ça va fonctionner? La réouverture à la circulation sera le fait de la réduction du périmètre de sécurité actuellement en place entre le 63 et le 83 rue d'Aubagne. Je dis bien réduction du périmètre de sécurité. La réduction du périmètre de sécurité est possible compte tenu de l'ensemble des études et expertises qui ont été faites sur la totalité de ces immeubles pendant les 18 derniers mois. Donc nous savons qu'aujourd'hui, il est possible de réduire ce périmètre. Globalement, ce sera le trottoir plus 1,50 m, voilà, ce qui laisse beaucoup de place pour circuler. Ce n'est pas une suppression de ce périmètre, parce que nous avons encore des travaux à effectuer dans certains de ces immeubles pour les conforter, pour être sûr qu'il n'y a aucun problème, pour pouvoir continuer à vérifier sur certains immeubles, 69, 71 par exemple, que ces immeubles sont totalement stabilisés. A priori, ils le sont, mais on veut continuer à le vérifier. Et donc, pour mener ces travaux et pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème pendant ces travaux de confortement, un périmètre de sécurité réduit continuera à être présent sur place. Nous verrons ensuite, une fois les travaux de confortement faits, comment nous pouvons aller encore plus loin et faire évoluer encore un petit peu ces affaires de périmètre de sécurité. Circuler dans la rue d'Aubagne avec un périmètre de sécurité, ça ne veut pas dire que demain, les voitures vont passer, que tout le monde va... Bon. Pourquoi ? Ne serait-ce que pour des raisons techniques, parce que les vibrations des voitures peuvent encore, pour le moment, tant qu'on n'a pas de sûreté absolue, être prises en compte vis-à-vis de la solidité des immeubles, par exemple. Donc ce sera une circulation piétonne, ou en mode très doux, hein, j'ai rien contre les trottinettes ou les divers autres modes, même si c'est vraiment en pente. Mais cette circulation piétonne sera ouverte, et nous verrons au fur et à mesure de la sécurisation, au fur et à mesure de l'évolution des choses, jusqu'où nous pouvons aller ou ne pas aller, en fonction de décisions qui seront prises sur les modes de circulation au sein même de Noailles, sur la piétonisation du quartier et sur les modes d'accès qu'il y aura en nécessité, par exemple pour les véhicules de secours, pour des opérations très particulières ou autres. Voilà. Donc, bien entendu, moi je resterai toujours à votre disposition pour rééchanger sur tout ce que ça veut dire, tout ce que ça inclut dans la prise en compte des problématiques liées aux immeubles et au logement. Mais voilà, je crois que la vie de quartier, de plus tard, elle commence demain. Et pour nous, elle recommencera d'une autre manière la semaine prochaine avec la réouverture de la rue d'Aubagne. Merci.
Je passe la parole à Yannick Ohanessian. Oui, on a chacun notre propre micro. Bien, mesdames, messieurs, merci évidemment d'être venus aussi nombreux ce soir. Je commencerai par vous dire une chose qui a été dite par mes collègues et que je partage. Nous ne sommes pas dans un temps finalement de concertation, mais plutôt dans un temps où nous devons ensemble travailler, à penser, à imaginer ce quartier populaire, historique de Marseille. Ça passe forcément par des enjeux de sécurité et de tranquillité publique. Je dis forcément parce que lorsque nous avons pris nos fonctions, je ne me doutais pas, et je tiens à le dire en toute honnêteté devant vous, à quel point la tâche serait difficile, non pas non atteignable, mais difficile en tout cas, tant les situations, les enjeux et les besoins, les attentes sont immenses. Elles sont immenses évidemment sur le quartier de Noailles et plus globalement sur la ville aujourd'hui, sur le centre-ville, sur l'hypercentre. Sophie Camard connaît trop bien tout ça, évidemment, en tant que maire de secteur, y compris ses adjoints aujourd'hui. Nous avons vécu une situation particulière cet été, en pleine crise sanitaire, une saison estivale explosive, je dirais, et qui a eu des répercussions directes sur le quartier du Panier, sur Place Jean Jaurès, Notre-Dame-du-Mont ou sur le cours Julien, mais également sur le quartier de Noailles. Et les alertes ont été multiples. Et elles ont été, pour moi, essentielles en réalité pour toutes vos alertes permanentes. Qu'elles soient aujourd'hui liées à la circulation, au stationnement, à la piétonisation, ça a été abordé, mais également en réalité sur tout un ensemble de choses, et ça a été dit, qui fait vivre le quartier aujourd'hui. La chose qui m'a le plus marqué lorsqu'on a pris nos fonctions, c'est cette incapacité dans cette lourde administration de pouvoir sortir des silos dans lesquels nous sommes les uns et les autres, dans nos délégations respectives, et de pouvoir se dire qu'à un moment donné, faire la vie d'un quartier, votre noyau villageois, c'est être en capacité de pouvoir en permanence travailler sur les questions évidemment de démocratie locale, d'urbanisme, de logement, mais également de commerce, de circulation, de voirie, de stationnement, de propreté. Et c'est un ensemble de choses qui est directement lié à la tranquillité publique, et c'est sur quoi je voudrais vous dire quelques mots. Sur le quartier de Noailles, on a évidemment beaucoup travaillé depuis cet été, avec de multiples réunions en direct avec les services de la préfecture, avec monsieur le préfet de police, pour essayer d'entrevoir comment nous pouvions se réapproprier ce quartier. Pourquoi je dis se réapproprier ce quartier? Parce qu'en réalité, j'ai l'intime conviction qu'on ne doit jamais décorréler les questions d'occupation d'espace public avec les questions de tranquillité publique, qu'on ne doit jamais décorréler les questions des usages et de la cohabitation sur l'espace public avec les questions aujourd'hui et les enjeux qui sont devant nous de sécurité et de tranquillité publique. Et il y a des situations que nous vivons le jour et qui sont aussi différentes la nuit. Et c'est toutes ces questions que nous avons mis sur la table et qui nous a amenés à avoir des propositions très concrètes que nous avons mis en place en situation d'urgence, j'allais dire, dès cet été sur la place Jean Jaurès, et que nous allons mettre en place dès la semaine prochaine sur le quartier de Noailles, à savoir qu'il était important de retrouver pour nos policiers municipaux des missions d'îlotage, présence humaine indispensable aujourd'hui sur Noailles et sur l'ensemble des rues aujourd'hui et des traverses qui entourent la rue d'Aubagne. Et donc il y aura de l'îlotage tous les jours sur vacations, c'est l'équivalent de 2 vacations de 8h du matin à 19h, tous les jours de la police municipale. Et comme j'évoquais que les problèmes sont encore différents le jour et la nuit, nous aurons, après de multiples discussions avec le préfet de police, une présence de la police nationale dans des équipes mobiles qui viendront prendre le relais de la police municipale en soirée. Évidemment, ce n'est pas tout, et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, pourquoi? Parce que, et nous sommes très attachés à cela dans l'équipe municipale, c'est la question de la prévention. La question de la prévention, c'est avoir la capacité de mettre en place des choses de façon pérenne
pour que vous retrouviez une vie normale, une vie apaisée, une vie apaisante sur le quartier de Noailles. Et donc, j'ai fait le choix en arrivant, dans le cadre du Conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance, de vouloir territorialiser les réunions du CLSPD, le CLSPD, qui jusqu'ici étaient des réunions qui s'organisaient en mairie centrale, sur les grands enjeux qui organisaient la vie dans nos différents quartiers et où on posait tous les problèmes que vous rencontrez. Il fallait retrouver de la proximité sur cette question-là. Votre proximité, c'est-à-dire vos attentes, vos besoins. Et donc, évidemment, avec demain, mon homologue sur la mairie de secteur, du 1-7, avec Monique Rolbert, vous aurez la possibilité de mener ou de discuter ou de concerter en permanence sur tous les problèmes que vous rencontrerez sur Noailles, qu'ils aillent des questions de propreté qu'on a évoquées juste avant, jusqu'aux problèmes évidemment de grande délinquance que vous pouvez subir sur la voie publique ou sur l'espace public. Évidemment, je ne vais pas être trop long, puisque l'intérêt, c'est qu'on puisse échanger, que vous puissiez poser un maximum de questions. Il faut juste comprendre une chose aujourd'hui sur ces enjeux-là aujourd'hui de tranquillité publique et de sécurité, c'est que il y a des opérations qui sont menées. Il y a eu des grandes difficultés depuis des semaines liées à la nuit, liées à des commerces, des ventes à la sauvette, des épiceries de nuit, tout un tas de sujets qu'on a fait remonter jusqu'au service de la préfecture, qui a permis d'organiser des opérations concertées entre la police municipale et la police nationale et d'intervenir. Mais ça reste des opérations. C'est important, il faut les faire, mais ça ne peut pas suffire. Et c'est pourquoi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que la municipalité sera toujours présente à vos côtés. Mais seule, elle ne peut pas tout faire si vous n'êtes pas là pour nous accompagner en permanence. Et c'est essentiel, ce lien aujourd'hui qu'on doit créer entre l'équipe municipale et vous, sur la manière dont on va aborder demain, à la fois sur les questions d'aménagement urbain, questions de végétalisation, ça a été dit, mais tous les sujets aujourd'hui ont un lien direct. On a fait des commissions et des discussions aussi sur les ravalements de façades. Donc tous ces sujets sont étroitement liés en réalité avec la notion de tranquillité publique. Et l'objectif, évidemment, premier demain, c'est qu'on puisse chacun, dans ce quartier historique de Marseille, les touristes en sont ravis également de pouvoir y revenir, les Marseillais aussi, qu'on puisse tous se sentir finalement tranquilles, apaisés, et de pouvoir refaire vivre ce cœur de quartier qui a tant besoin de retrouver une seconde vie. Voilà, merci. Je passe la parole à Théo Chaland. Oui, bonsoir à toutes et à tous, et surtout merci d'être aussi nombreux présents. Mais effectivement, peut-être qu'on pourra les prochaines fois trouver des manières d'être encore plus largement connectés les uns aux autres. En tout cas, je vais probablement être un peu plus court que mes collègues, parce que qui dit démocratie participative dit écouter beaucoup. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Théo Chaland-Névoré, adjoint à la maire de Marseille sur les questions de démocratie locale. Et j'interviens du coup aujourd'hui dans cette réunion pour parler de cet aspect-là. Pour parler en réalité de votre participation à la construction du futur, à la construction collective et citoyenne du futur du quartier de Noailles. L'objectif de la rencontre pour nous aujourd'hui, c'était de tisser un premier lien, d'avoir un premier échange avec nous. Alors un échange on va dire, entre la mairie centrale et les habitants, parce que les équipes de Sophie Camard sont quand même très souvent sur le terrain et avec les commerçants, avec les habitants, pour nous faire aussi remonter un certain nombre de choses. Et à cet égard, c'est extrêmement aidant pour pouvoir travailler ici. Et d'autre part, parce que si on dit qu'on crée aujourd'hui cet échange, il va aussi y avoir le besoin de le faire perdurer. En arrivant à la mairie centrale, quand on a pris nos fonctions, on s'est engagé à changer de méthode. Et quand je dis changer de méthode, de fondamentalement changer de méthode par rapport à ce qui se passait avant.
Notre démarche et du coup la proposition qu'on fait aujourd'hui, c'est d'élaborer ensemble en se saisissant de ce qui a été fait avant, mais surtout en proposant d'écrire la suite sans imposer la manière de faire, je le répète, parce que ça va être particulièrement important et d'une manière générale parce que Marseille, si on a ce besoin de concertation ou en tout cas d'échange, c'est parce que Marseille ne peut pas se construire sans ses habitants et parce que Noailles et son futur ne se construira pas sans vous. C'est vrai qu'on aurait pu directement décider de vous proposer aujourd'hui de lancer une grande concertation sur le futur de Noailles, d'essayer de l'intégrer dans la SPLAIN, dans ce projet donc d'aménagement public. Mais au fur et à mesure des réunions, en fait, on s'est dit que le point de départ de toute consultation, c'est pas un projet qui vient d'en haut, mais c'est un projet qui vient d'en bas. Et à cet égard, on a préféré et on a décidé que plutôt que de l'imposer par en haut, de simplement commencer aujourd'hui à demander votre avis sur la démarche participative qui vous paraît être la meilleure. De notre côté, on est d'ores et déjà en mesure de vous proposer de participer dans les prochaines semaines par le biais d'une boîte mail qui va être mise en place, de nous faire remonter un certain nombre d'attentes en attendant de savoir de quelle manière on va pouvoir travailler ensemble. Bien entendu, on s'engage à continuer à vous donner un certain nombre d'informations et de faire preuve de transparence sur le travail aussi qui peut être mené de manière à pouvoir préparer les prochaines rencontres si vous en éprouvez le besoin. Et d'une manière générale, bien entendu, sur la base de ce travail-là, d'être à vos côtés pour pouvoir faire en sorte que ce travail puisse être pris en compte dans le projet de participation de Noailles. Pour moi, à ce moment-là, il est quand même assez important, il est très important de rappeler, et en fait, je souhaite que ce message soit partagé au-delà de cette salle, un message important de dire que le futur de Noailles et le futur de Marseille, oui, je le répète, se construira avec ses habitants et qu'on ne peut plus faire comme ça se passait avant. Donc pour alimenter nos échanges, et je terminerai avec ça, et pour que voilà, je préfère tout simplement vous poser la question de manière très ouverte, comment est-ce que vous souhaitez participer à la réflexion sur le futur de Noailles ? Et quelles sont vos attentes en matière de participation? Et c'est en faisant ce travail-là que l'on pourra commencer à dérouler un certain nombre de rencontres, d'échanges, d'outils, d'objectifs communs sur quelle est l'utilité en réalité de cette démocratie participative qui, pour moi en tout cas, doit être performative et produire des effets. Donc tant sur les modalités que sur le fond, sur quels sujets devrons-nous échanger ces prochains mois ensemble, que sur la forme, quels sont les formats et les outils de participation. C'est là que moi j'aimerais vous entendre. Aujourd'hui, c'est le point de départ de ce lien entre la mairie et vous, les habitantes et les habitants de Noailles. Et ici, aujourd'hui et demain, la parole est à vous. S'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Donc avec Mathilde, nous allons passer en casquette d'animatrice. Nous allons vous donner la parole. 3 personnes du protocole vont circuler auprès de vous. Donc vous levez la main. J'espère qu'on vous annoncera quand on arrive en fin de séance. Voilà. On va peut-être prendre 2-3 questions. Voilà. On va essayer de fonctionner comme cela. Alors, levez la main les agents du protocole, voilà, et levez la main les personnes qui veulent intervenir. Moi, je propose à chaque fois une au fond, une au milieu, une devant. Hein, c'est pas mal comme ça. On va commencer par le fond. Oui, vous n'oubliez pas de vous présenter. Tout à fait. Et n'oubliez pas trop long, puisqu'il va y avoir beaucoup de demandes, je pense. À vous, monsieur. Bonsoir à tous. Bonsoir, madame le maire. Bonsoir à l'équipe. Édouard de Gans. Tout de suite, je pense que vous avez fait tilt. Je suis directement concerné par le sujet de la crèche rue de l'Académie. Cela fait maintenant je vais essayer de faire très court, cela fait maintenant plus d'1 an et demi que nous sommes dans une situation incertaine, je parle au nom de ma copropriété,
puisque nous avons été informés de manière totalement informelle par la Soleam qu'ils avaient le projet de prendre notre immeuble dans le grand projet de crèche qui se situerait au rez-de-chaussée du 12, 14 et 16. Et avec le projet de prendre l'ensemble des étages, ce qui n'est absolument pas justifié dans le projet de la crèche tel qu'il se définit, par les problématiques qui étaient soulevées par les précédentes crèches. Aujourd'hui, voilà, ça fait 1 an et demi, on devait être contacté par la Soleam suite à de nombreux courriers, dont je tiens à saluer aussi le travail remarquable de M. Jean-Marc Coppola, qui a beaucoup dialogué avec l'équipe municipale précédente et avec la direction de la Soleam. Aujourd'hui, voilà, ça fait 1 an et demi qu'on est dans l'attente. On ne sait même pas si on peut continuer à se projeter dans notre immeuble, qu'on entretient aussi avec beaucoup d'énergie et beaucoup de force encore actuellement. Notre copropriété est saine, elle est vraiment fait partie dans les différents diagnostics urbanistiques et d'état du bâti en vert depuis plusieurs années. On est un peu démunis, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment se projeter, on est sans réponse, on devait avoir un entretien, on devait être contacté par la Soleam au mois de mars de cette année. Le Covid a fait que, évidemment, on peut comprendre qu'on n'ait pas été recontacté, mais aujourd'hui, voilà, on a besoin de savoir, nous, où on va dans notre copropriété et savoir si on va pouvoir rester chez nous. Merci. Une autre intervention, plutôt une femme cette fois-ci, s'il vous plaît. Ah, pardon, excusez-moi. D'accord, bien. Ma question concerne directement et est adressée à M. J'ai pas de chance, hein. Alors, est-ce que... Ça marche pas bien. Je m'appelle Sabine Daoudi. C'est le micro? On vous apporte un autre micro. Et il faut bien parler, en fait, devant le masque, pour le coup. On recommence. Allez, on fait. Vous m'entendez? Oui, je crois que cette fois c'est bon. Donc, je m'appelle Sabine Daoudi. J'habite au 70 rue d'Aubagne, pour ceux qui ne connaissent pas bien, précisément juste en face de la Dent Creuse. Donc, ça, vous situerez tous. Et ma question est destinée à Monsieur Amico, puisque j'ai été présente le 24 août à l'Atelier des Arts, lorsque vous étiez, ainsi que Madame Bordet, présente, et Monsieur Pellicani. Et je rebondis sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure, à savoir les travaux de confortement qui sont prévus pour la semaine prochaine. Ma question est très précise. J'aimerais savoir si vous avez une date précise, étant donné que les huissiers sont venus chez nous ces jours-ci, ainsi que les pompiers que j'ai vus hier après-midi, et on sait que sans leur feu vert, rien ne se fera. Est-ce que vous pourriez me donner une date précise et surtout me dire, à votre avis, combien de temps vont durer les travaux de confortement? Et enfin, une toute petite question supplémentaire, mais qui va avec la première. Nous serons bientôt le 5 novembre 2020. Est-ce que cette nouvelle municipalité a l'intention de faire quelque chose pour commémorer le 2e anniversaire de la perte de nos 8 voisins? Merci. Encore une question? Encore une question, puis après on va faire un petit jeu de réponses. Je ne sais pas, par ici. Bonjour, donc Jocelyn Monoyer, je suis propriétaire habitant au 39 rue de la Palue. Donc, en péril simple, vient de passer en péril simple, de péril grave et en péril simple. Donc, je suis concerné par à peu près tout ce que vous avez présenté aujourd'hui. C'est-à-dire que, effectivement, oui, il y a de la violence dans la rue. Moi, j'ai dû défendre ma porte personnellement, physiquement. J'ai déposé plusieurs plaintes pour casse et rupture de cette porte pour sécuriser moi-même. Donc, j'entends parfaitement ce que vous dites. Et c'est vraiment important de sécuriser la zone. Je suis aussi concerné par le fait que vous avez aussi ouvert la rue, ce qui est très bien, mais vous avez parlé intelligemment tout à l'heure des vibrations. Or, l'immeuble, là, aujourd'hui,
va subir inévitablement le passage des voitures. C'est très bien pour les gens qui sont les commerçants et c'est très bien que la rue soit ouverte, mais peut-être en limiter par exemple aux poids lourds ou à certains véhicules, les interdire. Je pense que ça paraît indispensable. Ensuite, l'immeuble au 39 rue de la Palue, il y a une déconstruction des immeubles à côté. Notre immeuble est très bien tenu, donc on a refait le toit en 2010, on a refait la cour arrière, l'étanchéité en 2011, et on a refait la cage d'escalier en 2016. Donc c'est un immeuble qui est bien tenu, et aujourd'hui, on se bat, on avance, pour faire en sorte justement de sortir de cette situation et pouvoir réintégrer notre immeuble et à nouveau habiter. C'est le but de tous les immeubles, c'est une copropriété qui est soudée pour avancer en ce sens. J'ai une seule question. C'est il y a la façade en fait de l'immeuble qui a été déconstruit, l'immeuble 39, il reste le 41, à côté c'était le 41 qui était donc problème, déconstruction, etc. La façade aujourd'hui présente une malfaçon des travaux qui ont été faits. L'enduit qui a été posé se craquelle et tombe par morceaux. Il y a déjà 3 morceaux d'1 mètre carré qui sont tombés et là récemment avec les dernières pluies, un énorme morceau de à peu près 10 mètres carrés vient de tomber. J'ai déjà écrit, j'ai fait des lettres, etc. On a signalé avec la copropriété, on a fait tout ce qu'il fallait pour alerter. Il y a 3 possibilités. Soit vous réussissez à forcer les personnes qui ont fait ces travaux à venir corriger la malfaçon, soit vous vous substituez à eux pour rapidement faire ces travaux, soit en 3e ligne, c'est nous, propriétaires, qui allons devoir faire ces travaux et ensuite répercuter. On est soudés, on a prévu de faire les travaux pour réintégrer, on a tout ça. Ce serait une charge supplémentaire énorme pour nous. Par ailleurs, vous avez cité, je suis très intéressé par le SPLAIN. Nous, on a regardé avec l'ANA, on a regardé avec la CELEAM, on est en contact avec eux et on voudrait être reconnus comme victimes. C'est-à-dire que nous, on subit tout ça. Cette copropriété, on est des petits propriétaires, on a chacun notre petit appartement, on subit cette situation depuis 2 ans, c'est difficile. Et donc on voudrait que la mairie, et je ne l'ai pas fait, je voulais le faire en introduction, je tiens à remercier tous les gens de la mairie, tous les gens que j'ai eus depuis 2 ans devant moi, j'ai toujours eu affaire à des gens humains. Les gens en première ligne qui venaient au pied de l'immeuble, c'était toujours des gens formidables et incroyables. Les architectes, les gens qu'on était en contact, c'était vraiment incroyable. C'était plus haut que ça bloquait. Donc aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes devant moi, j'ai cette chance de pouvoir vous parler, vous interpeller sur notre situation. Pour les gens qui sont comme nous, ce serait vraiment important qu'ils soient identifiés. Il y a des gens qui sont des victimes de cette situation. Il faut identifier les victimes et il faut les aider par la suite. Et pour quand on va présenter notre dossier à l'ANA, à la SOLEAM ou demain à la SPLAIN, qu'on soit étiqueté, pour qu'on ait les aides, pour que s'il y a des travaux à faire, parce que nous on veut sauvegarder nos immeubles, on veut sauvegarder le quartier, c'est un immeuble du 16e qui a collé une église, on l'adore, mais voilà, on va avoir besoin d'aide. On ne pourra pas forcément faire tous les travaux tout seul, on ne va pas pouvoir refaire l'enduit tout seul des malfaçons. Donc on veut être identifié comme victime. Moi, je vous demande ça vraiment comme c'est presque un service, hein, parce que c'est pas évident, juridiquement, c'est pas évident. Donc, s'il y a moyen d'avoir cette identification pour les copropriétés qui ont fait les efforts qui allaient dans le bon sens, et de les aider, et qu'effectivement, on mette de notre poche, parce que c'est notre immeuble, mais que derrière, on soit aidé, et qu'il y ait un appui, et qu'on vienne compléter pour les travaux d'importance. Si on veut réhabiliter, comme vous l'avez décrit, un quartier historique, faisons-le ensemble, faisons-le avec les propriétaires. Merci. Alors c'est très intense déjà, donc je vais laisser la parole pour la crèche. Mathilde peut répondre, et puis je vais après laisser la parole à Patrick Amico. Tout à fait. Alors, sur la SOLEAM plus généralement, la SOLEAM, c'est un opérateur d'aménagement. Ça veut dire que ce n'est pas une structure qui décide toute seule ce qu'elle fait. Elle décide d'agir, elle agit pour le compte soit de la métropole, soit de la ville, en fonction de ses contrats de travail qui s'appellent des mandats. Dans le cadre de ce projet de crèche, elle agit pour le compte du projet d'aménagement porté par la métropole, mais sur intention de la ville. Je les vois la semaine prochaine. Ça a été compliqué de réussir à créer un temps d'échange, et la SOLEAM, malheureusement, n'est pas un opérateur avec qui il est toujours facile de travailler, mais j'ai une rencontre la semaine prochaine au plus haut niveau de la SOLEAM pour travailler avec eux, une revue de projet par projet, et clarifier l'intention de la ville. Sur précisément cet immeuble, est-ce qu'il faut que la crèche occupe la totalité de l'immeuble et de ses étages? À date, je n'ai pas de point de vue comme ça. Je vais regarder le projet en détail. Ce qui est certain, c'est qu'il manque une crèche municipale dans le quartier. Je pense que ça, on en est tous conscients. Est-ce qu'elle doit s'étendre sur les étages des immeubles? On va regarder ça précisément ensemble avec la SOLEAM. Je vous invite, si vous le souhaitez, à laisser votre mail à quelqu'un. Voilà, Madame Degnaud qui est là-bas. Et je vous recontacte sur ce sujet après avoir vu la SOLEAM. Voilà, je passe la parole à Monsieur Amico, peut-être sur les questions de logement et de péril. Oui, sur la question de logement et de péril. Oui, bon. Lorsqu'on parle de travaux de confortement, les travaux de confortement que j'ai abordés, ce sont les travaux de confortement de la totalité des immeubles du 63
3, enfin de 61. Non. Alors, oui, voilà. Jusqu'au 83. Confortement, ça va être des mantes de cage d'escalier, ça va être de la protection des ouvertures, ça va être ce qu'on appelle du rétrésillonnage, c'est-à-dire de la solidification des fenêtres, ça va être de la couverture pour éviter que la pluie ne continue à venir vraiment abîmer ces immeubles-là, ça va être une mise sous surveillance qui va être continue, vérifier, comme ça a été fait jusqu'à maintenant, que les immeubles ne bougent plus du tout, même si on est pratiquement sûr qu'aujourd'hui ils ne bougent plus. Ces travaux vont commencer globalement pendant le mois de novembre et se termineront au printemps. Voilà. Je n'ai pas typiquement parlé du 83. J'ai parlé des immeubles qui sont dans le périmètre, qui vont dans le 63 au 83. Je n'ai pas spécifiquement dit qu'il y aurait des travaux de renforcement de confortement dans le 83. J'ai dit qu'il y aurait des travaux de confortement sur la totalité des immeubles, ou sur une partie des immeubles, qui sont dans le périmètre. C'est une chose. Donc des passages huissiers se font actuellement, c'est normal, pour faire un peu un état des lieux avant ce type d'intervention. D'autres immeubles qui appartiennent directement à la ville sont aussi sous mandat de la Soleam qui va faire des travaux pour le compte de la ville, donc des travaux qui sont faits éventuellement pour aussi conforter et rassurer la sécurité de ces immeubles. Voilà, l'échéancier de ces travaux-là, c'est entre globalement le mois de novembre et le printemps prochain, selon des modalités qui sont encore à travailler avec tout le monde, selon des études qu'il faut pousser au bout. Mais je vous dis, ce sont vraiment uniquement des travaux de protection et des travaux de confortement. Voilà. En ce qui concerne la problématique des enduits de façade ou autres, si des enduits de façade commencent effectivement à tomber en grande plaque et menacent la sécurité, on retombe, j'allais dire hélas, parce que ce mot a été tellement évoqué de fois qu'à la fin, ça devient quelquefois difficile, on retombe dans un problème d'arrêté dit de péril. Mais pas de péril au sens de la solidité de l'immeuble, mais d'un péril imminent qui est simplement la création d'un périmètre de protection pour éviter que des chutes d'enduit ne viennent blesser quelqu'un, avec l'obligation effectivement pour les propriétaires de faire, et s'ils ne font pas, et ça c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'idée, contrairement à ce qui ne se faisait pas avec l'ancienne équipe, nous ferons les travaux d'office, en lieu et place des propriétaires, pour éviter que la sécurité publique et la sécurité soient menacées. La Palu, tu voulais dire quelque chose ? On continue. Oui, D'autres questions? Il y a beaucoup merci, de prises de parole. Je voulais juste indiquer que aujourd'hui, on fait une réunion d'information justement pour vous informer de tout cela, et que ça ne veut pas dire que vous avez des bulldozers chez vous la semaine prochaine, et parce que tout ça est très complexe, c'est des procédures juridiques, et justement, on a pris la peine de vous informer, parce qu'il n'y a rien de pire que, effectivement, de voir un huissier arriver sans être au courant, on le sait bien, mais on a, on a cette nécessité d'avancer sur les travaux et la sécurisation de la rue, et ça va être un processus qui ne va pas se faire en 2 semaines, bien évidemment. Je vois d'autres mains se lever. Beaucoup. Ah, les commémorations, excusez-nous, parce qu'en fait, on ne voulait pas en parler aujourd'hui, parce que justement, on a prévu des commémorations. Et est-ce que Théo, tu veux parler des commémorations? Non. Alors, en fait, on est en attente aujourd'hui d'une réponse de la préfecture pour pouvoir effectivement faire une cérémonie de commémoration le 5 novembre, une cérémonie officielle, avec la reconnaissance de notre part du nom d'une place du 5 novembre 2018. Et il y a un contact de Madame la maire avec les familles, voilà, qui a été fait, dont on ne dira pas plus aujourd'hui. Mais effectivement, nous avions voulu justement séparer un peu les deux. Il y a le moment de mémoire, de reconnaissance officielle,
et le moment de discussion sur le quartier. Merci. Les mains se lèvent au fond. Je propose à nouveau, alors il y a beaucoup de mains, on va, si chacun pouvait juste raccourcir un petit peu le temps d'intervention. Madame. Bonjour, Virginie Vallier, j'habite au 66 rue de Bagne, donc face à la Dent Creuse également. 5 novembre 2018, 2 immeubles qui tombent, 8 morts, nos voisins, à l'hôtel. Bon, je passe là-dessus, pourtant il y aurait beaucoup à dire, j'aurais plein de questions à poser, mais je vais aller à l'essentiel, ce qui me préoccupe aujourd'hui. C'est la question de la sécurité. Je suis rentrée chez moi, ça fait 1 année, et je ne suis pas en sécurité chez moi. Je ne me sens pas en sécurité chez moi. Je rentre chez moi le soir, j'ai la boule au ventre, j'appelle la police régulièrement. L'immeuble d'à côté est vide, je suis toute seule dans mon immeuble. L'immeuble à droite, il y a une seule personne. Des jeunes, des dealers ont pris possession de la place d'Omer. Ils sont là, du matin au soir, le soir, après 21h actuellement. Moi, ce n'est pas depuis quelques semaines, là, depuis le Covid que je suis confinée. Ça fait des mois que je suis confinée chez moi. Je n'ose plus sortir de chez moi. J'ai été menacée à 2 reprises parce que je leur demandais simplement de libérer le passage pour pouvoir passer. Voilà, les deals ont lieu sous mes fenêtres. Je me sens en danger. Donc là, j'apprends que le périmètre de sécurité va être élargi. Je ne sais pas si je dois me réjouir ou pas, parce qu'il n'y aura personne dans la rue. Là, les gardiens vont partir. Même s'ils ne s'occupaient pas de ces questions de sécurité, c'était quand même 3 hommes qui étaient là, 3 regards, 3 adultes. Quand ces hommes ne seront plus là, nous serons tous seuls avec ces jeunes. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Je suis très inquiète. Alors, je pense qu'on s'est mal fait comprendre. On vient d'annoncer un îlotage spécifique sur le quartier. Patrick Amico va vous repréciser l'affaire du périmètre de sécurité. L'affaire des gardiens, je ne m'exprimerai pas ici, mais ce n'est pas forcément un aspect qui est positif pour tout le monde. En tout cas, vous faites partie, madame, effectivement, des témoignages que j'ai reçus et que je reçois tous les jours, et c'est pour ça que j'en ai parlé dès le début, sur le climat de peur de la rue. Nous, aujourd'hui, nous prenons nos responsabilités avec la police municipale, avec le fait, je vais dire, là, on a presque la preuve que quand on vide une rue et qu'on met un grillage, ça ne règle pas la sécurité. Au contraire, ça crée cet effet de coupe-gorge. Nous travaillons à restructurer cette rue rapidement et à lui redonner une vie pour arrêter cet aspect zone de non-droit. D'autre part, je suis en contact moi-même avec la police nationale qui a renforcé ses déplacements tous les soirs depuis 2 semaines. J'ai des comptes rendus, que je ne dirai pas ici, mais il y a un renforcement des actions qui sont faites. Et aujourd'hui, mon collègue Yannick Ohanessian vous a exactement annoncé un dispositif d'accompagnement. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'on ne cherche pas à traiter la sécurité d'un côté sans rien faire de l'autre, ou à traiter les travaux et la réouverture d'un périmètre sans traiter de la sécurité. Nous cherchons à redonner une vie paisible à ce quartier dans de multiples dimensions. Patrick, est-ce que tu peux repréciser? Oui, juste une reprécision. On a bien dit qu'on allait réduire le périmètre de sécurité, non pas l'étendre. Donc la réduction du périmètre de sécurité veut bien dire... Attendez. Non, c'est bien, je redis, on a bien parlé de réduction du périmètre de sécurité, on n'a pas parlé d'élargissement du périmètre de sécurité. Le périmètre de sécurité, il existe déjà sur cette zone, et il barre la rue. Ce que l'on va faire, c'est ramener le périmètre de sécurité au trottoir plus 1,50 m, ce qui va permettre la circulation dans la totalité de la rue. Deuxième chose... Attendez, deuxième chose. Madame, il faut qu'on puisse vous répondre. On vient déjà de vous apporter un certain nombre de questions. J'ai l'impression, on vous répète, on vient de vous annoncer un îlotage et une réduction du grillage permettant aussi des interventions plus faciles. On est en train de redonner vie à cette rue et pas de faire le constat que vous faites, on le partage. Mais c'est justement, on essaye de lutter contre ce constat par un certain nombre de mesures que nous annonçons aujourd'hui. Et deuxièmement, les 2 agents qui aujourd'hui sont sur le périmètre de sécurité, qui assurent globalement les accès, etc., vont rester sur ce périmètre de sécurité, même réduit. Donc de ce point de vue-là, il n'y aura pas, pour le moment, tant qu'on
plusieurs mois d'attendement, il n'y aura pas de disparition de ces 2 agents et de cette présence. Donc, au contraire, trouver une circulation complètement fluide, même si elle est uniquement piétonne ou en mode doux sur la rue, va faciliter quand même un petit peu les choses. De la même manière, pour répondre aussi, je ne l'ai pas fait tout à l'heure sur la rue de la Palue, le but n'est pas d'avoir une circulation automobile, on est clair. On est parti pour une circulation piétonne, éventuellement cyclable, etc., mais absolument pas aujourd'hui sur une circulation automobile, on est clair. Il y a d'autres demandes d'intervention. Peut-être j'en avais une devant, on reviendra derrière. Et il ne faut pas que nous, on prenne trop de temps de parole, mais si on est interpellé à chaque fois. Oui, Monsieur. Bonsoir, Mohamed Gondoul. J'habite à Noailles. La question que je voulais poser, c'est par rapport au transformateur qui est sur la place d'Omer, la place du 5 novembre, qui a été posé juste après les effondrements. 1 an après, on a eu une énorme coupure suite aux travaux à l'angle de la rue Jean Roch Liotto, qui a coupé le câble qui alimentait et le transfo et la rue Moustier. Aujourd'hui, on se retrouve avec un système de branchement sauvage qui rentre dans tous les portails du 22 jusqu'à la rue de la Palue, qui a été ouverte hier, donc tout le monde s'en est réjoui. Je pensais également au marché de Hall-de-la-Croix, qui n'est pas nettoyé après. Donc les rats, même si les poubelles sont vides, il y en a beaucoup moins. Mais ça n'est pas nettoyé. La rue longue des Capucins n'est pas nettoyée après la fin des commerces. Le marché, n'est pas nettoyé à la sortie du métro à Noailles. La Fontaine, c'est le seul quartier où la Fontaine n'est pas alimentée. Je trouve que tout ça n'est pas digne pour Marseille, pour Noailles et pour la deuxième ville de France. Les violences, vous avez raison. Le 1er octobre, il y a eu un coup de feu à 22h20 quand je rentrais, et un deuxième coup de feu 5 minutes après. Donc toujours les jeunes qui sont sur la place d'Omer, à la rue de l'Arc, rue d'Aubagne, rue Moustier, enfin. C'est un endroit, rue Jean Roch. Donc oui, effectivement, et quand on appelle la police, on a beaucoup de mal à avoir une réponse de leur part. Ensuite, quand on va déposer plainte, à Noailles, ça prend 5 heures au minimum, voire 6. Et puis, ils vous incitent à repartir, à pas déposer plainte. Il faut quasiment les menacer et leur dire c'est le procureur qui va dire. Donc ils doivent prendre les plaintes pour les nanas qui se font massacrer quand elles passent parce qu'elles sont en jupe ou parce que si, et ils leur balancent des bouteilles de verre, de bière, je sais pas. Enfin, il y a tellement de problèmes, mais bien sûr, avec la nouvelle municipalité, je pense qu'on va arriver à quelque chose. Et la rue de Bagne, c'est une bonne chose de l'ouvrir, mais bien sûr, on voit qu'à chaque novembre, les pluies fracassent, pour reprendre l'expression d'une architecte qui est là, quand le chapeau et les bottes sont défoncés. Tous les mois de novembre, on a accompagné énormément de familles délogées qui se retrouvent à la rue, et ils se prennent les toits sur la gueule, les enfants aussi se prennent ça sur la tête, et les pompiers n'évacuent pas toujours. Il faut que toutes ces personnes reviennent vraiment à la raison et fassent leur job comme dans les autres villes de France. Et arrêter qu'à Marseille, tout soit infecté par cette idée de donnant-donnant. Il faut que ça s'arrête. C'est terrible. Merci beaucoup. Merci monsieur. Il y avait des mains qui se levaient encore. Devant, ça fait longtemps que monsieur a demandé la parole, peut-être, et au milieu. Ouais. Bonjour, je m'appelle Éric de Horter. Je suis dans un immeuble qui est angle Halle de la Croix et rue Vacon. J'ai été évacué, moi, en décembre, le reste de l'immeuble en janvier. On a eu déjà, dès le départ, des contradictions entre un bureau d'études techniques qui nous a dit qu'il n'y avait pas de désordre majeur affectant l'équilibre global, mais un architecte derrière qui n'a pas voulu assumer la responsabilité des travaux et qui a fait venir les services de prévention des risques, qui, petit à petit, ont fait évacuer tout le monde. En fonction des gens qu'on a rencontrés, on a entendu des fois nous dire « Ah ben oui, mais maintenant c'est de l'ouverture de parapluie, c'est même plus de l'ouverture de parapluie, c'est de l'ouverture de parasol depuis qu'il y a eu ce qui s'est passé ».
En tout cas, vous disiez on ne pourra pas faire revivre le quartier sans ses habitants. Et pour l'instant, il y a beaucoup d'habitants qui ont été évacués et qui en sont partis. Et c'est quand même la source de croissance de la délinquance. Et nous, en face, nous, on est une petite copropriété où on a réussi quand même à faire avancer les choses. On a collecté 200 000 € pour faire des travaux de confortement. Ça a été phasé, on avance, on a réussi à passer de péril imminent à péril grave. Mais par contre, pour passer de péril grave à péril simple, alors là, on a l'impression que c'est infiniment plus compliqué. On ne sait pas du tout quels sont les critères qui permettent de passer de l'un à l'autre. Ça reste très évasif. Le changement de municipalité a fait que certains fonctionnaires vous disent « Oui, mais maintenant, vous comprenez, il faut qu'on attende l'avis de la nouvelle équipe pour qu'on sache comment on doit interpréter les textes, parce qu'il y a quand même une volonté politique à la base qui doit s'exprimer. » Et donc, nous, on est en face et on a l'impression d'être dans Brésil. On a l'argent qui est voté, mais on a l'impression qu'ils attendent que tout soit fait et terminé, alors que clairement l'architecte nous a dit un certain nombre de gens pourraient réintégrer l'immeuble sans problème, et ça ferait quand même déjà une présence. On a été cambriolé 2 fois. Je suis allé au commissariat de Noailles, ils m'ont dit que tous les appartements de Noailles qui avaient été évacués ont tous été cambriolés. Moi, j'ai eu 3 quarts d'heure pour évacuer mon appartement. J'avais l'impression d'être en 43. On m'a dit « Faites une valise et sortez, on va fermer votre immeuble ». Et donc, voilà, ma question, c'est est-ce que vous pourriez transmettre à vos équipes un protocole simple et clair, de manière à faciliter ce passage de péril grave à péril simple, de manière à permettre à certains habitants de revenir. Je pense que si on remet du monde dans le quartier, on aura un certain nombre de problèmes qui vont se régler tout seul, parce que la présence sera là. Moi, je ne peux même pas dire à mon assurance qu'est-ce qu'on m'a volé, puisque je n'ai même pas la possibilité de rentrer dans mon immeuble. Merci, monsieur. Merci. On va encore prendre une intervention, un moment Patrick, et on voit les mains se lever, ne vous inquiétez pas. Une dame là-bas, je vois dans le projecteur. Voilà. Voilà. Pardon, je vous prie de m'excuser. Marie-Pierre Leduc, j'habite à Noailles depuis 30 ans, je fais partie du Conseil citoyen. La question va être très technique. Premièrement, aurons-nous rapidement accès, le Conseil citoyen et les citoyens, aux différents rapports qui ont été établis? Deuxièmement, y a-t-il un projet d'étude des sols sur Marseille? Parce que c'est très joli de réparer, c'est très joli de mettre de l'ordre, mais si la terre glisse sur de l'eau, que les égouts avec les eaux acides minent le tout ça ne sert strictement à rien, chère madame. Merci. Merci à vous. On va faire une courte salve de petites réponses, puisqu'on voit toujours des mains se lever. Sur le transformateur Enedis, alors là, je n'avais pas prévu cette question, mais il se trouve que je les ai rencontrés, Enedis, et de mémoire, il m'avait bien expliqué que c'était un transformateur provisoire, en fait, puisqu'il était où il devait être, alors excusez-moi, justement là où les immeubles sont effondrés, en fait, tant qu'il n'y a pas à nouveau cette vision du quartier, un certain nombre de travaux, en fait, il est provisoire. Moi, c'est les informations que j'ai, peut-être Mathilde vous en dira plus. Sur les expertises des sols, ça faisait partie des choses où on attendait la question. Effectivement, c'est une demande que nous avons listée auprès de la métropole. L'enjeu pour nous, c'est d'arriver à tirer cette expertise dès l'année prochaine. Nous attendons leur réponse. C'est à la métropole de la réaliser, mais nous officialisons ici cette demande dont nous connaissons l'importance et dont la métropole connaît aussi l'importance. Mathilde ? Un tout petit point de complément. Le document d'urbanisme qui organise ce qu'on peut construire dans cette ville s'appelle le PLUI, Plan local d'urbanisme intercommunal, qui a été adopté fin 2019. Le PLUI, il est assorti d'un plan de prévention des risques, notamment des risques d'incendie, mais également des risques liés au mouvement des sols. Là, on entre dans une phase d'actualisation de ces documents.
au titre des actualisations, au titre de laquelle on va demander justement une révision et une étude beaucoup plus fournie des sols et notamment des eaux souterraines, parce qu'en fait on est une ville qui est construite sur beaucoup d'eau, ce qui contribue à fragiliser. On a également des sous-sols qui sont particulièrement encombrés comparés à d'autres grandes villes, c'est-à-dire que les anciens tuyaux ont rarement été déposés. Donc on est vraiment très conscient de cette question qu'on va adresser en même temps qu'on va réviser le PLUI, et ça, moi, c'est un des sujets dont je m'occupe. Plus globalement, je profite d'avoir le micro pour parler de la question des espaces publics. Un espace public, c'est plusieurs choses qui s'enchevêtrent. C'est des gens, donc en effet, il faut qu'il y ait du monde dans un espace public, sinon il devient insécure et souvent quelques personnes se l'accaparent. Mon collègue, M. Wannissian, répondra certainement sur ces questions de prévention et de gestion de ce type de situation. Au-delà, la qualité d'un espace public est un facteur majeur de fixation des points négatifs. On sait que quand il y a des tas de déchets, ça attire encore d'autres tas de déchets et ça crée ce qu'on appelle des points noirs en urbanisme, mais aussi sur les mauvais usages. Plus une ville est sale et dégradée, plus un espace public est maltraité et abandonné, plus il crée des usages négatifs. C'est en ce sens que nous faisons de la question de la mise à niveau des espaces publics, et je parle vraiment d'une mise à niveau parce qu'en fait on est sur une question de rattrapage, c'est-à-dire qu'on est en deçà de tous les standards urbains habituels qui sont à la hauteur d'un centre-ville pour la deuxième ville de France. Donc c'est un de ces sujets qu'on va pousser très fort, notamment dans le cadre du PPA, donc de ce projet partenarial d'aménagement, qui pour nous ne doit surtout pas se concentrer uniquement sur la question des logements, de l'état des immeubles, mais bien c'est la question des espaces publics, sinon on va passer complètement à côté. On aura réparé des immeubles, mais sur des terrains qui pourraient glisser encore et sur des espaces publics non qualifiés. Et donc la question des fontaines, des revêtements de sol, des voiries, des poubelles, etc., est essentielle pour créer un espace public de qualité. Une des façons de faire ça, en fait là, à Noailles, et j'entends l'angoisse qui s'exprime chez certains d'entre vous, c'est qu'on est sur une espèce de phase de transition. Il y a eu 25 ans d'abandon, il y a eu le drame du 5 novembre, il y a eu des réponses sécuritaires en série qui ont complètement contraint le quartier, qui ont fait une espèce de zone de non-droit dans laquelle on n'a peut-être plus très envie d'habiter. Et maintenant, nous, qui sommes une nouvelle majorité, élus depuis quelques mois, on n'est pas des magiciens. On a, je le disais en introduction, on a de l'optimisme, on a de l'énergie à revendre, mais on n'est pas des magiciens. Donc on est sur un temps d'entre-deux. Vous avez beaucoup d'attentes, je les entends, et elles sont tout à fait normales, et c'est pour que vous puissiez les exprimer ce soir qu'on vous a proposé de venir. Pour autant, on va construire les réponses dans la durée. Et je crois qu'il faut qu'on assume ensemble l'idée qu'on est sur un temps de transition. Une des façons de gérer ça dans l'espace public, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire. L'urbanisme transitoire, c'est de dire, on ne sait pas comment on va aménager cette rue à très long terme, mais on sait qu'en attendant, ce serait bien d'y mettre des jardinières, d'y créer des petits bancs, d'utiliser des matériaux recyclés pour créer des espaces de convivialité et de vivre ensemble qui sont des façons de redonner de la douceur et de la sérénité dans la ville. Donc ça, c'est une des propositions sur lesquelles on pourrait travailler ensemble, si vous en êtes d'accord, dans le cadre des questions des schémas de concertation que M. Chalande vous présentera. Yannick et Patrick, rapidement. Écoutez, moi, vous savez, par rapport très sincèrement, par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, malgré la lourde tâche qui est la mienne aujourd'hui et la dimension de la délégation que je dois porter aujourd'hui au sein de la municipalité, très honnêtement, face à vous ce soir, je me sens tout petit, parce que vous faites preuve d'un courage incroyable, je vous le dis avec beaucoup de sincérité, d'une résilience incroyable, et j'entends vraiment la détresse. Je ne la vis pas, c'est vous qui vivez le quartier, je peux juste entendre la détresse, essayer de mettre tous les moyens, tous les dispositifs en place aujourd'hui, qui est en ma possession, pour demain faire en sorte que ce quartier puisse retrouver l'apaisement qui doit être le sien depuis tant de temps maintenant. Bien sûr qu'on est dans une phase de transition et donc ça risque d'être un petit peu long, au moins sur ces questions-là. C'est-à-dire, les missions d'îlotage de la police municipale aujourd'hui me semblent essentielles. Elles seront là, on s'y est engagé, nous avons travaillé avec les services tous les jours. De 8h à 19h, il y aura la police municipale. Ensuite, on s'est engagé avec le préfet de police pour qu'il y ait une présence mobile tous les soirs pour prendre le relais de la police municipale sur l'ensemble du quartier de Noailles, c'est-à-dire de la place aux maires, rue de la Palue, la rue d'Aubagne évidemment. Mais évidemment que, in fine, de façon pérenne, c'est du moment où on aura repris possession de ce quartier, qu'on aura à nouveau réoccupé l'espace public, qu'on fera fonctionner mieux ce marché, que tout le monde reprendra vie, parce que ce quartier doit reprendre vie. Évidemment que forcément la nature a horreur du vide et qu'on a laissé s'installer par la force des choses aujourd'hui tout type de délit, de délinquance sur l'espace public, parce que nous-mêmes, par peur, et j'entends par peur,
Nous n'occupons plus ces rues, ce quartier, et tout ce qui est adjacent aujourd'hui à la rue d'Aubagne. Et donc c'est un travail difficile, ambitieux, mais on a besoin de le mener ensemble, c'est ce que je veux dire. Et donc il y a des réponses immédiates que nous pouvons faire avec les outils qui sont à notre disposition, et puis il y a la façon dont on va construire et penser ce quartier pour demain. Nous allons, dès la semaine prochaine, de façon expérimentale, je peux vous le dire, rendre totalement piétonne la rue d'Aubagne. Ce qui va de facto aller dans, je crois, mais je crois, d'aller dans le bon sens, c'est-à-dire de pouvoir nous-mêmes se réapproprier cet espace, avec évidemment un accompagnement dans la phase de transition. Sur les aspects des agents de sécurité, pour essayer de vous répondre vraiment, mais j'entends tellement ce que vous dites, les agents de sécurité dépendent directement aujourd'hui de mes services. Donc s'il faut les laisser tout le temps nécessaire pour qu'on passe cette phase de transition et qu'on retrouve une vie à peu près apaisée et sereine sur le quartier, bien sûr qu'on le fera. Évidemment qu'on le fera. L'objectif pour nous, c'est évidemment de vous faciliter la vie dans tout ce qu'on va entreprendre, à la fois sur la journée du 5, la journée commémorative, et tout ce qui va s'en suivre derrière. On évoquait, pour terminer, on évoquait avec le préfet de police toute cette grande violence, cette grande délinquance que vous subissez tous les jours sur une deuxième partie de soirée et une deuxième partie de nuit. On a multiplié les opérations. Ici, Madame la maire de secteur l'a rappelé, elle est bien au courant et bien au fait de tout ce qui se passe. Simplement, il va falloir qu'à un moment donné, au-delà des opérations, et croyez-moi, et je me permets de le dire parce que je l'ai assumé et que je l'ai dit au préfet de police, j'avais beaucoup de colère, parce que j'estime qu'à un moment donné, une fois qu'on a passé le cap des opérations, il faut mettre en place des solutions pérennes et dans le temps. Voilà. Donc il y a les opérations et les solutions pérennes. Et donc je crois qu'on doit maintenant jongler sur les deux, on doit avancer avec nos deux jambes, et donc trouver les moyens avec le préfet de police aujourd'hui, de trouver tous les dispositifs disponibles, nécessaires, qu'on doit mettre en place. Et ça passe forcément par quelque chose de plus grand, de plus vaste, sur la question des crèches, de la petite enfance, des écoles, des centres sociaux, de l'animation sur le quartier de Noailles, et tout ce qui a été évoqué en termes d'urbanisme, d'aménagement du territoire, etc., etc. Il n'y a que comme ça, il me semble, qu'on pourra aller tous ensemble dans un sens plus apaisé et plus tranquille pour tout le monde. Voilà, merci. Bonsoir, je me présente, Monsieur Awadj. J'ai deux questions à poser à Monsieur Rico, s'il vous plaît. En fait, allez, Nico. Ah, Nico, voilà, c'est ça. Il devait déjà répondre. Ok. Mais on prend votre question, mais il devait déjà répondre à d'autres personnes, mais allez-y. Ok, il répond. Voilà. Je viens appuyer mon collègue, mon voisin du dessous, Monsieur Jacques, du rez-de-chaussée. On est des résidents du 83 rue d'Aubagne. Et notre copropriété, elle fait partie du périmètre, voilà, j'ai bien précisé. Et on voudrait savoir, est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites à chaque structure et propre à chaque immeuble? Et si nous, on a accès à ces études-là, vu que les travaux ils vont se faire chez nous le mois prochain. Voilà. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai dit que les travaux de confortement, ils allaient se dérouler entre le mois de novembre et le printemps prochain. Donc, je ne vous ai pas dit tout de suite qu'on allait faire les travaux le mois prochain. Actuellement, on a des phases. Alors, on entre. Bon, je suis obligé d'être un peu technique. Et sur les immeubles qui ont été classés dans la catégorie du péril grave et imminent, c'est 13 immeubles sur le. On entre aujourd'hui dans ce qu'on appelle une phase contradictoire qui permet, après que des études et des visites aient été faites, et c'est pratiquement le cas sur la totalité des immeubles aujourd'hui, on puisse passer dans une seconde période qui est celle d'un péril simple, qui permet à ce moment-là de faire des travaux, dont une partie d'ailleurs, voire la totalité, peuvent être prises en charge par l'ANA. Et donc on assistera aussi, bien entendu, les propriétaires pour accéder à ces financements et mobiliser ces financements-là. C'est important de le savoir, on ne laisse pas les gens tout seuls face à leurs problèmes, même dans le cas d'un arrêté de péril. La deuxième chose que je voulais dire, effectivement, chacun a un cas personnel, a le problème de son logement, le problème de son immeuble, le problème de son arrêté, etc. Il faut quand même avoir dans l'idée que depuis 2 ans, si on regarde un peu les choses simplement, c'est plus de 410 personnes qui ont été évacuées sur Noailles. C'est 411 personnes exactement qui ont été évacuées.
c'est assez énorme. On voit quand même ce que ça peut représenter. Effectivement, ça a un impact direct sur la vie de quartier, c'est clair. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le plus rapidement possible, là où c'est possible, les gens puissent réintégrer leur logement. Réintégrer le logement techniquement sûr, sur lequel ils ne risquent plus de se prendre un plancher ou autre chose sur la figure. Et voilà. Bon. Donc ça, c'est vraiment la priorité numéro 1, et c'est la priorité des travaux d'office qu'on lance actuellement. Ça, c'est une certitude. La deuxième chose, quand on est dans des procédures de péril, effectivement, il y a divers grades, le péril grave et imminent, le péril non imminent, etc. etc. Lorsque les équipes de la ville passent, c'est lorsqu'un arrêté de péril est pris, en général, j'ai toujours vu ça, c'est qu'il y a un vrai sujet, et que deuxièmement, les travaux qui doivent être faits sont décrits. Malheureusement, nous avons beaucoup de cas dans lesquels des syndics, peut-être pas au top de la compétence, des maîtres d'œuvre, peut-être pas au top de l'expérience, des entreprises, peut-être pas au top des soins qu'elles amènent à des travaux, amènent à des situations où, lorsqu'on nous demande de ce qu'on appelle la main levée, c'est-à-dire de venir constater que les travaux ont été faits, ce qui est constaté par les équipes, c'est que les travaux n'étaient pas ce qu'il fallait faire, ou qu'ils avaient mal été faits, ou que ça posait toujours des problèmes de sécurité sur l'immeuble. Donc, nous entrons sur beaucoup d'immeubles, ce qu'on appelle aujourd'hui dans une phase contradictoire, où une discussion va être abordée avec la totalité des propriétaires pour être bien d'accord sur ce qui doit être fait, pas fait, comment, pour permettre le plus rapidement possible la réintégration des locataires, parce qu'au final, un immeuble, il n'a d'intérêt que s'il y a des gens dedans. Avoir un immeuble simplement pour avoir un joli tas de pierres avec une belle modénature, ce n'est pas le but, c'est pas ça une vie de quartier, et c'est pas ça qu'on veut construire. Donc moi, c'est grand plaisir que je pense que tous les services de la ville rediscuteront, réexpliqueront, assisteront la totalité des propriétaires qui peuvent avoir des problèmes particuliers sur leur immeuble, et vous verrez, il n'y aura pas de souci de ce point de vue-là. On accompagnera la totalité des propriétaires dans ces démarches-là. Il est 19h40, on va prendre encore 2-3, mais rapide, s'il vous plaît. 2-3 questions, interventions. Après, je vous rappelle qu'on a tout le dispositif de mail, etc., de réponse aux questions. On savait qu'on n'irait pas au bout en une seule réunion, donc c'est concentré au fond de la salle. Oui. On laisse exprimer les... C'est pas une réponse, c'est simplement justement pour réappuyer le fait que je vois bien que là, il y a des demandes sur des besoins urgents pour résoudre des situations. Je vois bien qu'il y a une demande à ce qu'il y ait une vraie information, une manière d'informer qui puisse être faite. Et la troisième étape, ça reste en tout cas pour moi la manière dont on va pouvoir travailler ensemble sur les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à prendre la parole sur ce sujet. Sinon, on trouvera bien entendu les espaces et vous pourrez en discuter sur l'adresse mail qui est mise à disposition. On y va, il y avait des mains qui se levaient au fond. 2-3, s'il vous plaît. Désolé. Bonsoir à tous, je me présente. Je m'appelle Monsieur Barcala. Je suis étudiant en BTS Compta. Et du coup, moi, j'avais une petite question par rapport aux bâtiments qui se sont effondrés sur la rue d'Aubagne. C'était quoi le projet qui serait fait là-bas, en fait? Ça va devenir quoi, cet endroit-là? Est-ce que ça va être un endroit de commémoration ou un petit parc ou quoi pour améliorer notre quartier? Et la deuxième petite question qui est avec, cette décision-là sera décidée de votre part seule ou avec l'avis des personnes qui habitent dans le quartier? Merci. Autre question? On va répondre à ça. Il y a quelqu'un qui insiste beaucoup au fond. Ah, il y a quelqu'un là et quelqu'un là. Bonsoir, rue Mermet, j'habite au 16 rue Moustier, je suis propriétaire aussi d'appartements au 47 rue de la Palue. J'avais rencontré monsieur Amico en mois d'août, rue de Bagne. Donc je voulais poser une question, parce que je ne comprends pas trop bien. Je rebondis avec monsieur. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu une déconstruction. Le 47 rue de la Palue et le 39 rue de la Palue étaient en bon état. Suite à la déconstruction, la mairie a laissé les choses en déshérence. Aujourd'hui, le 47 rue de la Palue est en mauvais état. On a fait des courriers à la mairie qui nous a dit que ce n'était pas leur souci. Moi, je sais que vous héritez de ce qui était avant. Comme par exemple, je ne comprends pas la responsabilité. Je ne comprends pas pourquoi c'est la copropriété de monsieur qui doit refaire son crépi, sachant que lui, il y est pour rien. On l'a déconstruit.
Le crépi doit être fait, donc c'est pas à la charge de la copropriété de refaire un crépi, sachant que lui, il y est pour rien, quoi. Voilà. Et M. Panico, apparemment, n'était pas au courant, apparemment, de la... C'est ce qu'il m'a dit, au 47 rue de la Palue, il ne connaissait pas du tout ce qui s'était passé. Donc, voilà, je voulais savoir ce qu'il allait devenir. Voilà. D'autres interventions à caractère général, parce que sur chaque cas particulier, on peut répondre, mais voilà. Alors, je ne sais pas, une personne. Bonjour. Céline Gaucher pour l'association Nouveau Domaine Ventre. Donc, nous, on est une centaine d'habitants au Domaine Ventre. Donc, pas vraiment de questions, parce que sinon, il y en aurait une liste très, très longue. On se sent un peu au cœur aussi entre la rue de la Palue, la rue d'Aubagne, le centre social, le projet aujourd'hui arrêté, en tout cas jamais vraiment commencé, avec une concertation qui ne se fait pas, avec un rapport avec la Soleam complètement obstrué, etc. Je rejoins votre dernier intervenant. Comment on va faire pour la suite ? C'est quoi la concertation? C'est quoi le suivi de nos échanges? Parce que c'est sûr que des questions, on va en avoir pour beaucoup de mois à venir, beaucoup d'années à venir sans doute. Et Domaine Ventre et l'îlot Ventre est un peu au cœur et en première ligne de ce qui va se passer. Mais qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Et là, on manque, nous, cruellement, de contacts et de contacts globalisants et qui ait une vue d'ensemble sur tous les problèmes qu'on vient d'évoquer aujourd'hui et que nous, on cumule parce qu'on les a tous, ce que tout le monde a évoqué aussi, quoi. Comme tout le monde. Voilà. Ok, ça lève beaucoup la main au fond, juste, mais rapidement, parce que je voudrais frustrer personne. Voilà, on prend... Arnaud Leduc, je fais aussi partie du Conseil citoyen. Et alors, c'est une question générale. Dans ma vie professionnelle, je fais de la déconstruction. En règle générale, on doit sécuriser le chantier avant tout démarrage. Et là, on nous dit qu'on va rouvrir la rue d'Aubagne et qu'ensuite, on va faire les confortements jusqu'au printemps. Non. Pourquoi on n'a pas conforté depuis 2 ans? Ah bah ça... D'accord, oui. Merci pour la question. Bonjour. Madame. Bonjour, je suis Alima El Bajnouni, je suis coprésidente de l'association Un Centre-Ville pour tous. Et je souhaiterais du coup rebondir sur la perche qui a été lancée par M. Théo Chalande. Je vous remercie sur les outils de concertation et sur la proposition d'outils. Là-dessus, alors justement, je pense qu'il y a des outils évidemment qui existent déjà, qui sont connus, les conseils citoyens par exemple, mais il y a aussi un outil que Madame Camargue vous avez cité, qui est donc il y a la SPLA-IN, dans laquelle malheureusement, on avait sollicité qu'il y ait une place pour les habitants et les associations. Donc la SPLA-IN est une société publique, donc les habitants et les associations ne peuvent pas être actionnaires. Cela étant, je pense quand même qu'il y a peut-être une possibilité de créer des espaces de concertation avec cette société publique d'aménagement. Et il me semble qu'il y a des souplesses et qu'on peut le faire. On a insisté là-dessus, on a fait cette demande. On n'a pas eu de réponse satisfaisante pour le moment, mais on espère bien que vous, de votre place, vous pourrez appuyer cette demande. Qui va d'ailleurs avec le projet partenarial d'aménagement, le PPA, qui est conduit par la SPLA-IN, et on espère aussi fortement être associé, évidemment, au plan qui sera dessiné, d'aménagement, qui seront dessinés par le PPA pour Noailles. Ensuite, juste dire qu'on a l'intention de soutenir très fortement aussi le lancement d'ateliers populaires d'urbanisme dans les différents quartiers de Marseille. Et les ateliers populaires d'urbanisme, ce sont des outils qui partent du territoire et avec les habitants, mais évidemment, l'intérêt, c'est qu'ils soient en dialogue avec les élus, et on espère que vous serez en dialogue avec nous sur ces outils qu'on souhaite lancer. Et puis, pour finir, donc vous citiez Madame Chaboch, Madame Camargue aussi d'ailleurs, les deux, Madame Camargue, vous citiez le manque de logement social dans le quartier de Noailles, effectivement, puisqu'il n'y a que 4% de logements sociaux à Noailles. Et donc, pour ces raisons, notamment, un centre-ville pour tous avec France Nature Environnement, aujourd'hui, a déposé un recours contentieux contre la métropole
pour la révision du plan local d'urbanisme intercommunal. Et donc j'étais contente de savoir, Madame Chaboche, que vous appuyez aussi la révision dans ce sens. On espère donc que vous serez à nos côtés dans ce recours. Et puis voilà. Merci. Merci. Parole à tous. Allez, encore 2 interventions, s'il vous plaît. Je suis désolée. Là, du coup, on ne répond plus pour vous laisser la parole et on va terminer. Bonjour, Michel Salvi. Ma compagne est malvoyante. Est-ce que vous comptez faire quelque chose pour les personnes en situation de handicap, notamment dans la circulation sur Marseille, la création de places réservées aux handicapés, quand vous êtes malvoyant ou en fauteuil roulant, pour vous déplacer à Noailles ou dans d'autres quartiers de Marseille? C'est vraiment la croix et la bannière. Essayez de traverser, par exemple, le cours Lyoto en fermant les yeux et en prenant une canne blanche. Je ne pense pas que vous y réussissiez. Donc, que comptez-vous faire pour ça? Ok. Merci. Allez, on termine encore 1 ou 2. Ah bon. Allez, encore 1 ou 2. Bonjour, Sandra Contour du Conseil citoyen. Je vais essayer de faire vite et de remplir les trous que n'ont pas posé comme question mes voisins. Alors, d'abord sur la question de la démocratie directe, nous, au sein du Conseil citoyen, on se dit que plutôt que parler de concertation, on préférerait parler de co-construction. Ça nous semble beaucoup plus adapté à ce que nous attendons, et sachez que nos attentes sont fortes. D'ailleurs, j'en profite pour dire à tout le monde que demain, il y a une agora de quartier qui va se faire au Daikining à 10h, qui va revenir sur ce qui s'est dit ce soir et aussi entamer la réflexion sur comment on s'organise, nous, sociétés civiles. Pour revenir à des choses un petit peu plus ascendantes, sur la question de l'habitat, on a un peu écarté toute la question des marchands de sommeil, des syndics défectueux. On aurait aimé avoir des réponses sur la question du permis de louer, par exemple, de voir aussi comment la police municipale peut être une articulation pour régler des situations à l'intérieur de l'habitat, parce qu'on a encore aujourd'hui les mêmes pratiques de propriétaires et malveillants et de marchands de sommeil. C'est vraiment très très difficile à vivre. D'ailleurs, on propose que la ville, si elle le souhaite, réécrive une charte avec les syndics, notamment pour permettre l'accès aux expertises. Sur la question du permis de louer, on a remarqué un effet extrêmement néfaste, c'est que nos marchands de sommeil maintenant font du logement saisonnier. Du Airbnb, c'est ça? Voilà, exactement. Donc je pense qu'il faut le réglementer aussi rapidement, et également pour permettre le maintien des habitants dans leur logement. On aimerait qu'il y ait une maîtrise des loyers sur notre quartier. Merci. Allez, une dernière. Bonjour, Maël Camberlin, je suis propriétaire et syndic bénévole du 69 rue d'Aubagne et au collectif du 5 novembre. Je reviens sur une question qui, encore une fois, n'a pas de réponse, c'est la transparence des expertises. Tous ces documents, on a fait une charte du relogement qui précise que tous les documents relatifs aux arrêtés devraient être donnés au minimum aux propriétaires et aux locataires. On continue à faire les demandes de différents documents, on ne les a pas. Il y a la principale, c'est le premier rapport du collège d'experts qui a 9 annexes. Nous voulons ces annexes. Nous finirons par les obtenir. Ça prendra du temps, mais ça prendra le temps qu'il faut. Là, pendant le Covid, Axiolis a été mandaté par la ville pour faire des expertises sur notre immeuble. Nous avons donné l'accès à notre immeuble. Nous n'avons pas ces expertises, malgré plusieurs relances. Le CSTB est passé récemment. Nous n'avons pas accès à ces documents. On veut bien comprendre qu'il y a une remise en cause potentielle de certains travaux, notamment sur les travaux d'office et divers. Maintenant, on doit, par la loi, avoir accès et avoir justement ce côté où on peut discuter sur les mêmes bases. Et pour revenir sur un dernier point qui concerne exactement notre immeuble, le 69 rue d'Aubagne, la ville a fait une expertise judiciaire le 24 février qui a notamment dit que depuis la démolition, la toiture arrière est démolie. La ville avait fait une toiture provisoire qui ne couvre pas l'arrière de l'immeuble. L'immeuble prend l'eau depuis 2 ans, sur le 69 et sur le 71. Ça fait un moment que vous êtes en charge. On se demande pourquoi, malgré les demandes, la toiture n'est toujours pas réalisée. Alors, je sais bien que ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça, mais ça paraît des priorités là, à la venue de l'hiver.
et des pluies qui vont arriver. Il y a vraiment, je comprends qu'il n'y ait pas de choses qui se fassent comme ça, mais il y a une vraie problématique. Donc je vous répète, transparence et aussi les travaux, qu'on soit ce qui se fait, quoi et comment. Merci à tous. On fait une dernière, voilà, chacun va un petit peu réintervenir en essayant de répondre à tous. Tu veux commencer, Mathilde ? Alors, je vais commencer. Différentes questions m'interpellent qui sont relatives à l'urbanisme. Je commence par la petite échelle, celle de la dent creuse, même si je déteste cette expression, donc le lieu des effondrements. Sur ce site, notre seule intention, elle est double. Elle est d'abord de faire avec vous, c'est-à-dire d'inventer ce que doit devenir cet espace avec les habitants. Donc je rassure la personne qui disait, est-ce que vous allez décider ça sans nous ? Bien sûr que non. C'est un lieu chargé de mémoire, chargé de gravité, sur lequel il est impossible d'avoir une réflexion urbanistique détachée de l'émotion. On va le faire avec vous, mais on va le faire aussi avec les familles des victimes que Madame la maire a rencontrées récemment et qu'elle a interrogées notamment sur ce sujet. Quel lieu de mémoire ? Comment on y va ? Qu'est-ce qu'on fait de cet endroit ? Je croise ça avec la demande qu'on a également faite au musée d'histoire de Marseille de prélever une partie des gravats, des débris de ces immeubles pour les intégrer dans les collections du musée d'histoire de la ville. Tout ça, c'est du symbole, me dira-t-on, mais je pense que c'est important et que cette histoire douloureuse, elle fait partie de la grande histoire. Donc sur l'aménagement du site des effondrements, ce sera un des sujets premiers que nous vous proposons avec Monsieur Chaland comme lieu d'exercice de cette nouvelle concertation ou dialogue qu'on souhaite construire avec vous pour réfléchir ensemble à cette destination. Ensuite, sur les questions liées au domaine ventre, et qui est donc un des îlots démonstrateurs du périmètre d'intervention du PPA, donc je suis désolée, c'est un peu technique, l'intention urbaine pour l'instant n'est pas claire à ce stade. La SPLAIN, dont on attend beaucoup, est pour l'instant une organisation un peu virtuelle, qui a seulement un directeur, il n'y a pas eu encore de réunion du conseil d'administration. Dès qu'elle sera sur les rails, et nous, c'est la demande que nous faisons sans cesse vis-à-vis de l'État et de la métropole, c'est que enfin cette structure existe. Madame Camard et moi-même y siégerons pour représenter la ville et au-delà de la ville, pour représenter les habitants. Donc, un des premiers sujets sera de regarder et de tricoter avec eux très finement les intentions urbaines sur les deux îlots démonstrateurs, mais aussi plus largement sur le périmètre. Mais aussi, et je réponds à la demande qui nous est faite d'un centre-ville pour tous, évidemment, pour que dans cette structure publique de gouvernance un peu particulière qui a été inventée, il y ait une forme d'existence pour les habitants. Alors, je ne sais pas dire à date, est-ce que c'est un comité, est-ce que c'est une instance qui se crée ? Les textes ne le prévoient pas, mais moi, je peux vous garantir qu'avec Madame Camard, c'est quelque chose que nous pousserons de toutes nos forces pour qu'il y ait une présence des habitants dans toute leur représentativité qui participent aux décisions sur ce territoire. Ça fait le lien avec la dernière chose, je crois, que je voulais vous dire, sur la place des habitants dans la construction du schéma de ville. On dit PLUI, c'est un peu technique, mais c'est en gros le grand programme qu'on se donne et comment on y va. Alors, un train de modification technique s'inscrit et est en train de démarrer actuellement. Un second train qui va permettre de corriger des choses un peu plus majeures va démarrer. Et j'ai fait la proposition donc au coprésident d'un centre-ville pour tous, Monsieur Patrice, qui est là quelque part, que je ne vois pas, qu'on y travaille ensemble et d'associer un centre-ville pour tous, mais peut-être aussi d'autres associations. Je les invite à lever la main et voilà, à faire circuler cette information pour qu'on ait des temps de travail et de regard ensemble sur le PLUI, pour que vous me fassiez remonter toutes les demandes que vous pourriez avoir, les idées de curseurs à faire bouger, pour qu'on puisse ensuite aller défendre ça. Ce que je disais à Monsieur Patrice, et je le redis publiquement, c'est que moi j'ai besoin de vous. Je me sens parfois un peu seule à cette tâche qui est vertigineuse, et j'ai besoin de l'expertise de chacun et du regard de chacun. Vous connaissez mieux que moi certains quartiers, vous large, aux Marseillais, et donc c'est très important qu'on puisse travailler là-dessus. Enfin, et vous comprenez l'intention dans laquelle je suis, la question des ateliers populaires d'urbanisme, c'est-à-dire d'une façon de créer des lieux où chacun s'approprie cet outil qui a l'air très technique, mais qui en fait construit nos vies, qu'est l'urbanisme. Pour moi, c'est essentiel et je n'envisage pas de réaliser ce mandat sans que ce soit créé. Donc, je serai votre partenaire sur le sujet. Voilà. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, on a beaucoup de situations, beaucoup de individus qui font que ce serait un peu long et très complexe et très technique. On prendra chacun
sur son cas particulier comme ça au sein d'une réunion publique. Ce que j'ai dit, ce que j'ai redit au mois d'août, ce que je redis aujourd'hui, j'ai toujours dit la même chose. Je dis, tout le monde a droit à l'information. L'information qui est donnée, elle est donnée dans un cadre bien précis. Chacun a droit à savoir ce qui le concerne, mais des études, elles sont faites aussi, elles sont commandées aussi par des structures. Elles servent à d'autres choses. Nous verrons en ce qui concerne les études qui ont été faites sur tel ou tel immeuble, et je ne parle pas spécifiquement d'un immeuble en particulier, ce qui peut être donné, ce qui peut ne pas l'être, ce qui ne doit pas l'être, y compris parce que nous avons un certain nombre de relèves de procédures judiciaires, où il y a des choses, des expertises judiciaires qui se font et qui ne sont pas communicables comme ça au grand public. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je suis très heureux de l'intervention de Sandra Contour, parce que Sandra Contour aborde un certain nombre de sujets sur le centre-ville qui concernent plus largement la problématique du logement. Moi, j'ai un chiffre en tête qui m'a été donné justement par l'UNIS, par l'association qui regroupe un certain nombre de syndics de copropriété, qui est que globalement, sur le centre-ville, on est passé de 12 000 logements vacants en 2016 à 2 000 logements vacants actuellement. Ça peut paraître bizarre par rapport à ce qu'on vit dans les quartiers. Mais en même temps, les logements en location saisonnière sont passés de 0 à 7 000. Donc voilà, donc le problème est effectivement un problème central. Il fait partie d'autres sujets, les marchands de sommeil, avec qui nous allons travailler avec le parquet aussi là-dessus pour la manière dont nous pouvons mieux aborder les choses. On a des tas de sujets qui concernent effectivement la politique du logement. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans les semaines à venir, le conseil municipal se prépare pour le 9 novembre, dans les semaines à venir, vous aurez des annonces de la maire de Marseille, précisément sur ces questions-là de logement que nous sommes en train de travailler de manière assez précise. Et vous verrez que nous répondrons justement aux problématiques de permis de louer, aux problématiques de contrôle des loyers, aux problématiques qui vont avec tout ça, de logement social aussi. Voilà. Donc c'est effectivement un travail qui est en train de se faire et qui amènera à des choses un petit peu plus précises, je dirais, dans les jours à venir, par la maire de Marseille elle-même. Voilà. Merci. Merci Patrick. Monsieur Amico vous a dit qu'on pouvait, effectivement, je comprends votre énervement, mais Monsieur Amico ne vous a pas dit que vous n'aviez pas droit à l'information, il vous a dit l'inverse. Oui. Tu veux rebondir? Non. Ouais. Bon, je crois qu'on n'a pas dit ça, monsieur. Là, c'est une intervention de fin de séance que je trouve assez dommage. Je laisse la parole à monsieur Chaland. Oui. Il y a une question qui a été posée sur le handicap. Moi, en fait, j'ai également la délégation lutte contre les discriminations et dans le cadre de cette délégation, en fait, j'ai demandé à ce que le handicap soit sorti de ma délégation parce que c'est un sujet trop important et qui est tellement énorme à Marseille qu'il me semblait absolument nécessaire qu'une personne à temps plein en réalité puisse travailler sur le sujet. Donc c'est Isabelle Lossine et c'est aussi vers elle vers qui vous pouvez vous tourner. Et quand je dis vous pouvez vous tourner vers Isabelle Lossine, c'est également le cas de l'ensemble des adjoints de cette ville. Comme l'a dit Mathilde, on a effectivement besoin de vous pour construire la suite. Et je crois que c'est un point qui est extrêmement important de dire que si on est ouvert et disponible, c'est parce qu'il y avait besoin de faire tomber ces barrières sur Marseille.
On avait besoin de faire tomber ces barrières pour enfin recréer un lien. C'est pour ça qu'il va être absolument important de construire ce lien ensemble. Ça n'a pas été extrêmement abordé ce soir, mais en tout cas, vous avez un certain nombre de choses qui sont entre vos mains aujourd'hui pour nous permettre de construire la suite. La première chose, et je le répète, c'est extrêmement important, toutes les questions qui n'ont pas été posées ce soir, les questions qui n'ont d'ailleurs pas forcément retrouvé à votre goût des réponses suffisamment complètes, ces questions-là, n'hésitez pas à les poser sur l'adresse mail qui est sur le site internet pour qu'on puisse vous apporter la meilleure réponse qu'on sera en capacité de faire. Et nous de suivre, parce qu'en réalité à la mairie, qui est-ce que vous avez derrière ce sujet? Vous avez une équipe d'une quinzaine de personnes qui se rassemblent pratiquement 2 fois par semaine pour travailler sur le sujet et ensuite faire ruisseler dans les services pour pouvoir effectivement produire des réponses. Donc n'hésitez pas à utiliser cette boîte mail pour la suite. C'est l'interface qu'on a avec vous. Et pour moi, du coup, ça va aussi être l'interface pour savoir comment est-ce qu'on construit les différents outils. Quand on a travaillé dans ces groupes de travail sur qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place comme outil de démocratie participative, on a eu une foule d'idées. On ne va pas se mentir, la démocratie participative, elle a été travaillée, retravaillée et encore retravaillée de manière à ce que, vu ce qui s'est passé dans les autres villes, vu les expériences collectives et des collectifs du coup qui ont eu lieu à Marseille, on est aussi en capacité de dire eh bien, faisons de l'aménagement temporaire, faisons ce genre de choses pour essayer de remettre des usages dans l'espace public et donc régler les questions de sécurité, régler les questions de voirie, régler au moins en attendant qu'il y ait cette intervention de la SPLAIN pour laquelle d'ailleurs j'appuie le propos de Mathilde. C'est une demande que j'avais faite en disant on va mettre en place les outils de démocratie participative dont on a besoin pour pouvoir avancer, mais aussi à un moment donné il va falloir que ça soit d'une certaine manière en accord avec ces instruments-là d'aménagement public pour qu'il y ait un effet à la fin. Donc n'hésitez pas à me faire d'ailleurs travailler là-dessus et n'hésitez pas à me voir si vous avez un intérêt pour travailler sur la construction de ces outils et pour répondre aussi en fait peut-être à des besoins urgents. C'est le point de départ, cette réunion, c'est le point de départ. Il y a une suite, il y aura encore un dialogue qui va continuer, il va y avoir de nouveaux rendez-vous et tout ça en fait c'est à déterminer avec vous. N'hésitez pas, les personnes qui aujourd'hui vont nous permettre de faire ce travail, c'est vous et nous en tout cas on sera là pour y répondre. Merci Théo, on a encore 2 petites choses à vous dire, Mathilde et Patrick, et moi je vous dirai, je terminerai. Voilà, alors je vais être brève. Je redis ce que dit mon collègue Théo. Pour nous, on démarre un dialogue avec vous. C'est pas un temps qui s'arrête. L'idée, c'est de se voir et de se revoir dans différentes configurations. On a reçu, enfin Madame la maire a reçu la demande formulée par le collectif du 5 novembre pour que soit réuni enfin un nouveau comité de suivi de la charte et que ce soit fait sous les plus brefs délais. Je voulais vous dire publiquement que nous soutenons cette demande, que nous l'avons formulée ce matin très officiellement auprès de la préfecture et que nous poussons de toutes nos forces pour que ce soit fait au plus vite. Dans ce cadre-là, bien entendu, tous les indicateurs qui sont prévus par la charte seront communiqués et permettront à chacun d'y voir le plus clair possible. Dans le cadre de cette transparence, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau collectif qu'on peut traiter dans ce cadre-là et puis il y a des tas de demandes individuelles. Je redis que Madame Degnaud, qui se signale, voilà, est à votre disposition pour prendre tous les contacts individuels et que nous tous, chacun sur nos thématiques, nous reviendrons vers vous et nous vous proposerons des rendez-vous individuels s'il y a des questions qui nécessitent de voir soit les élus, soit les services en fonction du besoin. C'est difficile de traiter ces questions individuelles dans ce cadre-là, mais nous sommes vraiment à votre disposition et à votre écoute pour rentrer dans tous ces détails dans les cadres qui seront nécessaires et opportuns. Voilà. Merci Mathilde, Patrick, et puis on termine. Prends ton micro. Oui, Mathilde vient de dire ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire que la charte, elle dit certaines choses. Elle fait actuellement l'objet d'une évaluation. Alors même si c'est vrai que le comité de pilotage ne s'est plus tenu depuis le mois de janvier, mais il y a eu le Covid, il y a eu l'élection entre-temps, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées.
Donc on l'a dit, la réévaluation de la charte, elle sera faite rapidement, et en même temps donc qu'une évaluation par un organisme non partenaire, j'allais dire, puisque sélectionné entre la ville et l'État. Donc de ce point de vue, pas de souci, la charte fonctionnera. Du côté de la transmission des informations, et je veux dire, il n'y a pas de problématique là-dessus. Je crois que personne n'a rien à cacher. Il y a simplement des règles de transparence qu'on appliquera. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être dites. Moi, je dirais simplement que les études qui ont amené, par exemple, il faut le savoir, qui ont amené par exemple à la décision de pouvoir réduire le périmètre sur la rue d'Aubagne, date de fin septembre. Nous sommes le 23 octobre. Donc je crois qu'il faut aussi se donner le temps de réfléchir tranquillement à l'ensemble de ces problèmes et de les poser sur la table, clairement, dans un souci de transparence, mais de transparence partagée et de confiance partagée. Merci pour cet échange. Moi, j'ai une dernière petite annonce à la métropole, j'en profite, qui concerne vos demandes sur la concertation. C'est que la métropole a plus ou moins annoncé la possibilité d'une maison des projets, qui était un peu demandée aussi par le passé. Moi, aujourd'hui, j'interpelle la métropole pour savoir si cette maison des projets, on peut la faire ou pas. C'est une demande qu'on fait. Si elle a lieu, elle aurait lieu, en fait, vous savez, là où il y avait Toinou, là, au cours Saint-Louis, ce serait l'endroit d'identifier, et c'est une structure parmi d'autres qu'on peut étudier ensemble pour, évidemment, être un outil de concertation parmi d'autres, sachant que, après, c'est un outil décidé par la métropole et la SPLAIN, et bien sûr, ce n'est pas le seul outil possible, mais ça fait partie quand même des idées qui sont dans le tuyau, j'ai envie de vous dire, pour avancer beaucoup plus concrètement sur ce qu'on appelle la concertation, entre guillemets. En tout cas, voilà, je voulais vous remercier pour cet échange. On était beaucoup émus. Il y a beaucoup de cas particuliers encore et beaucoup d'émotions dans tout ce que vous décrivez. Nous, pour nous, on essaye vraiment à chaque fois d'être attentifs à des situations individuelles, des cas particuliers. Et dans notre fonction, évidemment, nous sommes là aussi pour prendre des mesures d'ordre général, vous l'avez bien compris, de mettre ça sur un calendrier, de s'adresser à nos partenaires. Et je pense que cette réunion nous a beaucoup apporté, nous l'appréhendions un peu, mais elle nous a beaucoup enrichi et croyez bien que je pense que nous trouvons que c'est une réussite et qu'on a envie de continuer ensemble. Merci à vous.